Yes, les amis, bienvenue dans ce 5e Mastermind Covid-19 sur l'immobilier, évidemment. Ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. On est ensemble pour 1h30. Donc, pour une édition spéciale président de réseau et de franchise. Et quelle affiche, mes amis. On a des invités de marque, comme l'année dernière d'ailleurs, la semaine dernière, pardon. Donc, j'ai dû faire une deuxième édition puisque j'avais des présidents de réseau qui voulaient participer, qui n'avaient pas pu participer la fois d'avant. Et en plus, ben voilà, il y avait suffisamment de personnes pour justement remplir un deuxième mastermind édition spéciale président de réseau et de franchise. Avant de commencer, de laisser la parole à Eric Chatry que je vous présenterai tout à l'heure, qui va nous faire un petit pronostic sur le marché. Je voulais vous remercier. Vous remercier pourquoi? Parce que je reçois énormément de témoignages de plein de sources différentes, que ce soit par email, que ce soit par messagerie privée, SMS, dans des commentaires aussi, de témoignages super bienveillants, super encourageants, de remerciements pour ce mastermind, entre autres. Ben, je voulais vous remercier parce que ça me touche vraiment à chaque fois que je lis vos messages. Et évidemment, ça me pousse à essayer de vous donner encore plus de valeur. Et le contexte du confinement s'y prête bien. Donc voilà, c'est un choix que j'ai fait de vous délivrer un maximum de valeur durant le confinement. Donc merci infiniment à vous tous. J'en profite pour voir un petit peu qui est là. Il y a évidemment des noms que je connais. Donc bonjour à Pascal, bonjour à Gisèle, rebonjour à Gisèle d'ailleurs, Armand est là, Damien, Véronique, Françoise, évidemment je ne vais pas tous vous citer parce que vous êtes très nombreux, Marnia est là également, Christelle, mon amie Christelle, Anne, Jean-Michel, Christelle également, une autre, Blandine, bref, vous êtes très nombreux puisque vous vous connectez, ça ne fait qu'augmenter. Je pense qu'on sera à peu près comme la dernière fois, aux alentours de 300, entre 350 et 400 participants. Donc, merci de l'intérêt que vous portez à ce mastermind. Je voulais également remercier tous ceux qui ont accepté d'intervenir à ce mastermind. Je sais que les présidents de réseau et de franchise ont souvent des plannings assez chargés et voilà, je suis très reconnaissant qui nous accorde un peu de temps ce soir. Voilà, on va commencer tout de suite avec une première intervention de Eric Chatry. Donc, bonjour à Steven aussi. Hein, j'ai la maladresse à chaque fois d'oublier Steven. Et j'en profite pour dire à Steven, je le reçois en direct, Steven, un intervenant qui est un petit peu embêté parce qu'il n'a pas reçu apparemment le mail de confirmation. Donc, je vais t'envoyer ça tout de suite. En attendant, est-ce que tu peux me mettre en connexion avec Eric Chatry, s'il te plaît? Et je voulais dire aussi que la dernière fois, on a eu pas mal de réponses, enfin de questions, pardon. Eric n'est pas encore là, mais pas de souci. On a eu pas mal de réponses, de questions la dernière fois, pardon, qui n'étaient pas dans les questions que j'avais prévu de poser. Donc, on les a intégrées. Pas toutes, parce qu'il y en a sur lesquelles je n'ai pas vu beaucoup d'intérêt. Du moins, je n'ai pas considéré que c'était des questions intéressantes à poser à des présidents de réseau. On pourra y répondre la semaine prochaine. Mais il y en a que j'ai intégrées. Donc, voilà, on a pris en compte vos questions, évidemment. Donc, ne soyez pas impatients, les questions seront bien posées. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à utiliser le chat autant que possible. On les posera au président de réseau. Donc, pour rappel aux intervenants, parce que je reçois en même temps des messages, donc si vous êtes intervenant, ne vous inquiétez pas, on vous appellera à un moment donné. Et puis, c'est Steven donc, qui vous appellera et vous n'aurez plus qu'à cliquer pour justement intervenir donc en vidéo avec moi. Donc, pas de souci. Vous n'avez rien à faire si ce n'est à attendre que je vous appelle. Je vais juste envoyer le message donc à Steven et je suis à vous tout de suite. Je lui transfère ça. Donc, vous savez, comme chaque semaine, les masterminds sont des choses qui sont assez complexes à organiser.
puisque même si on est deux avec Steven, on a beaucoup de choses à gérer pendant le mastermind, en comptant évidemment la technique. Mais la technique, on commence à la maîtriser et voilà, on va espérer qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Voilà. Bien, super. Je suis ravi. Je vais, pour commencer, en attendant Eric Chatry, qui j'espère va nous rejoindre. Steven, si tu peux le joindre peut-être par un réseau social ou quelque chose, à moins que j'appelle en direct, ça peut être rigolo. Mais je vais vous donner la liste des intervenants. Donc, il y avait en première place, il y avait Eric Chatry de Je rêve d'une maison qui allait nous parler en fait des pronostics du marché. On aura, pas dans l'ordre évidemment, je vous donne les intervenants, mais qui ne vont pas intervenir dans cet ordre-là forcément. On aura Christine Fumagalli qui est présidente d'Orpi, Michel Lebrun, présidente de Propriété Privée, Frédéric Simon, président de Chemex, Éric Desjardins, responsable développement de Swisstim en Belgique et en Suisse, à Luxembourg, pardon. Également Julien Raffin, président de C2I, Dominique de Saint-Laurent, président de WeLodge, et on aura également Dorian Delchambre, président de GMI, Alexandre Dupont, donc le président du Dupont Expertise Immobilier, également Stéphane Brousse, qui est, j'ai pas demandé son titre, Stéphane, tu m'excuseras, mais je dirais directeur de Optimum, et Marc Brimeux, qui est donc un des fondateurs de Safety. Voilà, pour la liste des intervenants, vous voyez, on a directeur de réseau pour Stéphane Brousse, pardon, excusez-moi, je n'étais pas très loin. Donc, merci infiniment à eux. Et puis, on va commencer, je ne sais pas, Steven, si Eric Chatry est là ou pas. Et s'il n'est pas là, ce n'est pas grave, on passera à quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc, si Eric Chatry n'est pas là, on passera directement à Marc Brimeux. Voilà. Marc Brimeux ou Eric Chatry? Eric Chatry en premier. Et s'il n'est pas là, Steven, tu me mets Marc Brimeux. Alors, il y a une question, Benjamin. N'hésitez pas à poser des questions. On va essayer de les prendre en compte, évidemment. Quelles sont les meilleures options pour rassurer vos vendeurs et motiver nos acquéreurs? Écoute, on va répondre à ta question, Benjamin. Je vais la noter tout de suite et on y répondra si on a un petit moment, mais normalement, on devrait pouvoir le faire. Donc, on a Marc Brimeux, donc cofondateur de Safety, qui arrive d'une minute à l'autre. Bonjour. Je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez. Et ensuite, je le dis, j'annonce. Bonjour Marc. Bonjour Olivier. Vous m'entendez? On t'entend très bien Marc. Merci d'être parmi nous. Je suis ravi de t'accueillir. Je me permets de te tutoyer, ça ne te gêne pas Marc? Avec plaisir Olivier. On ne se connaît pas super bien, mais on s'est eu un petit peu au téléphone. Oui. Je voulais te remercier déjà d'assister à ce mastermind et d'ouvrir, finalement, c'est toi qui vas ouvrir finalement ce mastermind avec la question que j'avais prévu de poser à Eric Chatry, mais qui n'est pas là, donc peut-être qu'il interviendra tout à l'heure. La question est la suivante, c'est est-ce que tu as, avec encore une fois, on est d'accord, ce sont des pronostics, mais est-ce que tu as un pronostic sur le marché immobilier? Est-ce que tu as une idée de comment on va retrouver le marché immobilier à la sortie du confinement? Comment tu vois les choses de ton côté? Alors, c'est pas une question facile. Déjà, merci Olivier de m'inviter. Merci pour ta gentillesse, ta sympathie, tout ce que tu fais pour le métier. En tout cas, c'est très, 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 très agréable. Ce sont deux qualités que j'adore, l'humilité et la gentillesse. Et visiblement, tu n'en es pas dépourvu. Merci d'organiser. Merci infiniment. C'est apprécié. Alors Olivier, c'est pas une question qui est facile. Hein. Pourquoi? Puisque la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que le nombre de transactions va augmenter? Est-ce que le nombre de transactions va baisser? Est-ce que les prix vont baisser? Est-ce que les prix vont augmenter?
Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est par expérience par rapport à ce qu'on a vécu il y a quelques années, hein, puisque il faut rembobiner de quelques années, notamment à l'époque où on avait eu quelques crises, notamment l'époque de la plus récente, je crois que c'est 2008-2009, hein, la crise des subprimes. À l'époque, je pense que personne pensait que nous puissions être impactés sur le marché de l'immobilier, puisqu'on avait une crise qui venait finalement des États-Unis, la crise des subprimes, avec un mode de financement qui est très particulier, hein, puisque les Américains ont des crédits hypothécaires, on emprunte sur des courtes durées à des taux d'intérêt variables. Et nous, en France, finalement, on avait un mode de financement classique avec non pas de l'emprunt hypothécaire, mais de l'emprunt amortissable, avec des taux d'intérêt sur des longues périodes. Et on s'était dit à l'époque qu'il n'y a quasiment aucune chance que le marché de l'immobilier soit impacté en France, puisque c'est un problème qui vient des États-Unis. Pour l'Américain, vous voyez parfois ses mensualités augmenter, donc de deux choses l'une. Soit il était en capacité de pouvoir rembourser, si jamais il n'était pas en capacité, l'obligation de vendre son bien immobilier. Donc ça crée finalement un choc d'offres sur le marché qui avait pour incident forcément de faire baisser les prix. On s'est dit, nous en France, on est relativement à l'abri par rapport à ça, qui plus est le marché de l'immobilier français, valeur refuge par excellence. À l'époque, 40 ou 50% de propriétaires, donc à peu près 50 ou 60% de non-propriétaires, on se disait finalement on a fort peu de chances d'être impacté. Sauf que on a été impacté. Ceux qui étaient dans l'immobilier à l'époque, on s'est aperçu d'une chose, c'est que le nombre de transactions avait quand même réduit pendant un certain laps de temps. Je disais à l'époque, c'était pas finalement une crise de l'immobilier, c'était une crise de confiance. Et Dieu sait si la confiance est importante quand il s'agit d'immobilier. Pourquoi une crise de confiance? J'avais appelé ça la crise de Claire Chazal. Puisque quand on allumait la télé, on entendait Claire Chazal qui disait les transactions ce mois-ci qui ont baissé de 20 à 30%. Le français entendait les prix ont baissé de 20 ou 30%. Résultat des courses, pour un acquéreur qui se met en position d'acheter, quand il entend que les prix baissent, il se dit il vaut mieux attendre, je serais plus gagnant de me mettre en position d'attente plutôt que d'acheter tout de suite. C'est ce qui s'est passé à l'époque et le marché s'est mis plus ou moins à l'arrêt pendant quelques mois. Donc ça a eu une incidence forte sur les prix, ça a eu une incidence forte aussi sur le nombre de transactions, et les conseillers en immobilier, les agences immobilières qui étaient un peu fragiles à l'époque, ont pris ça de plein fouet. Ce qui était facile avant était devenu difficile ensuite. Alors ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui on est un petit peu dans la même situation. La situation qui dit que finalement il y a une demande qui est importante, on a une offre qui est présente, mais en nombre un peu. On s'apercevait ces derniers temps que c'était un peu plus compliqué de rentrer du mandat. Donc finalement, c'est quelque chose d'assez sain qui est en train de se produire aujourd'hui, où on risque de mettre un peu de doute dans l'esprit de certains acheteurs, mais finalement, c'est pas trop gênant, puisque avant on avait 10 acheteurs pour un bien, et bien peut-être que demain, on n'aura que 5 acheteurs pour un bien, et le marché s'en portera pas plus mal. Là où je me méfie, il faudra faire attention à ça, c'est justement sur la communication. Et là, on a un rôle important à jouer, toi Olivier, nous tous, c'est finalement quelle indication on va donner aux journalistes. À l'époque, c'était la crise de Claire Chazal, j'avais appelé ça la crise de Claire Chazal puisqu'elle avait une capacité forte à stresser les acquéreurs et donc à les mettre en position d'attente, donc forcément impact fort sur le marché de l'immobilier, alors qu'en soi-même, les données intrinsèques du marché de l'immobilier étaient bonnes, l'offre était suffisante, la demande était au-delà de l'offre, donc on n'a aucune chance de subir ça. Donc il est possible qu'on subisse ça dans les semaines, dans les mois qui viennent. On n'appellera peut-être pas ça la crise de Claire Chazal, mais la crise de Anne-Claire Coudray, hein, je crois que c'est la nouvelle journaliste. On va essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Pourquoi? Parce que moi j'ai confiance dans le marché, j'ai confiance. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est quand même une valeur refuge par excellence. Aujourd'hui, si vous me dites dans quoi investir en bourse, j'ai un petit peu peur d'y aller, même si certaines personnes disent que ça a pas mal baissé, il est possible que ça continue à baisser. Laisser l'argent sur un compte aujourd'hui, c'est pas non plus la meilleure chose qui puisse, le meilleur conseil qu'on puisse donner aux gens. Je pense que la résidence principale, ça reste la valeur par excellence. Alors, il peut y avoir aussi des modifications en termes de comportement. Je pense que ça, c'est possible. J'entends de plus en plus de personnes me dire je vais quitter les grandes villes pour aller dans les villes de taille moyenne, dans les villages, dans les plus petites villes. Encore faudra-t-il qu'ils soient en capacité de pouvoir effectivement délocaliser aussi leur activité professionnelle. Dans l'ensemble, je vous dis que je suis relativement confiant. Une condition, c'est que tous ensemble, tous les agents immobiliers puissent avoir une communication qui soit qui aille dans le sens du maintien du marché de l'immobilier. On aura une petite incidence sur les prix, je pense, sur certaines zones.
Mais en tout cas, ce que je ressens moi, du réseau aujourd'hui, c'est que j'ai quand même pas mal de conseillers qui me disent que les acquéreurs sont des starting blocks, ils n'attendent qu'une chose, c'est pouvoir se repositionner, pouvoir visiter. Ce que je constatais pas forcément à l'époque, on avait quand même une certaine forme de crainte sur la crise. Aujourd'hui, je pense que c'est une crise qui est brutale. Je crois que le Premier ministre l'a dit hier, elle est brutale. Je pense qu'elle sera brutale, mais l'intérêt de la brutalité, c'est que ça peut repartir aussi très très vite. Donc c'est ce que je ressens. Il ne faudra pas qu'il y ait un deuxième coronavirus qui arrive en 2021, parce que dans ce cas-là, il y aura un petit peu d'hécatombe parmi les conseillers en immobilier, parmi les agences immobilières, parmi aussi, pourquoi pas, les réseaux les plus fragiles. J'envisage pas ça, parce que si c'est ça, ça veut dire que l'économie complète est KO. Et en tout cas, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place aujourd'hui pour essayer de redonner de la confiance aux consommateurs. Il me semble que l'immobilier, qui plus est en France, c'est quand même quelque chose qui rassure. À valeur refuge par excellence, je pense que l'immobilier va jamais aussi bien porter son nom que valeur refuge. En tout cas, c'est ma vision. Je suis pas sûr d'avoir raison, hein, puisque moi, je vais être honnête avec toi, Olivier. Moi, j'étais prof d'économie à l'époque à l'université. On me demandait mon avis sur ce que va donner tel ou tel marché. Aujourd'hui, je suis dans l'immobilier. Je peux avoir des visions macroéconomiques ou microéconomiques. En tout cas, ça va dépendre de la durée du confinement, combien de temps ça va durer. Si ça dure plusieurs mois et si ça reprend en 2021, évidemment qu'on va être impacté. Si par contre on a une reprise rapide, ce que j'espère, et j'ai plutôt envie d'être optimiste sur l'avenir, eh bien finalement, le marché ça aura été quelque part une parenthèse enchantée. Une parenthèse enchantée qui dit que finalement on avait un peu de mal à rentrer des mandats, c'était un peu compliqué à satisfaire toute la demande. Eh bien au moins ça nous permettra de reconstituer un peu les stocks. Et quand bien même, au lieu d'avoir 5 acquéreurs pour un bien, alors qu'à une époque on avait 10 acquéreurs pour un bien, malgré tout, le marché s'en portera pas forcément plus mal. Je vous entends pas. Je ne sais pas si vous parlez, mais je vous entends pas. C'est normal en fait, c'est parce que mon micro était coupé. J'avais coupé le micro pour ne pas avoir d'interférence, mais j'ai oublié de remettre. Je te remercie Marc pour ton analyse. C'est vrai que c'était une question un petit peu casse-gueule parce que ça ne sont que des pronostics, il est beaucoup trop tôt pour avoir des éléments tangibles et en plus, je le rappelle, la situation est tout à fait nouvelle. On ne peut pas la comparer à 2008, même si on peut avoir cédé de 2008 pour tirer des conclusions. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé, ça a été relevé d'ailleurs dans les commentaires, que je trouve très intéressant, c'est le fait qu'on a une responsabilité en termes de communication, nous, conseillers immobiliers, et qu'on doit absolument faire en sorte de rassurer de manière objective. Évidemment, il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi, de manière objective. Si on doit investir, en tout cas pour les investisseurs, si on doit investir, il est évident que la bourse, même si certains spécialistes de la bourse disent qu'il faut en profiter pour acheter, d'autres disent qu'il vaut mieux ne pas bouger parce que, voilà, encore une fois, on est dans une grosse inconnue, on ne sait pas du tout si la bourse va remonter. Alors, on imagine que la bourse va remonter puisqu'elle est toujours en hausse depuis des années, la bourse, malgré les différents crashs. Mais encore une fois, on appelle à la prudence dans tous les domaines, je crois, et dans l'immobilier aussi. Mais comme tu l'as dit aussi, et ça c'est intéressant parce que j'ai le même retour, les acheteurs sont là et les vendeurs aussi. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que malgré, et ça honnêtement, on ne pouvait pas le prévoir, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'a priori, on a quand même des vendeurs qui sont là, on a quand même des acheteurs qui sont là, donc ça semble quand même être, voilà, pas catastrophique. Tout le monde est dans les starting blocks. Nous aussi, on est dans les starting blocks. En tout cas, à mon petit niveau, s'il s'agit de communiquer sur l'optimisme du marché de l'immobilier, comptez sur moi, je vais communiquer sur l'optimisme du marché immobilier. Mais le plus important, ce sont justement les conseillers au quotidien avec leurs clients, c'est remonter l'information, puisque si finalement les journalistes vont chercher l'information là où elle se trouve, et ce sont les conseillers au quotidien, vous devez, à mon sens, si j'ai un conseil à donner, garder cet optimisme, parce que le marché est là. Si on avait 90% de propriétaires aujourd'hui en France, avec 20 ou 25% de chômage, comme ça risque d'être le cas d'ailleurs en Espagne, parce que nous sommes présents aussi d'ailleurs nous en Espagne et au Portugal, là on a un peu plus de soucis à se faire justement sur le marché espagnol, mais le marché français, je ne suis pas trop inquiet. Mais ça va dépendre de nous aussi, de la communication. Et de Anne-Claire Coudray, il va falloir qu'elle nous aide aussi un peu. Génial.
Merci infiniment, Marc. Tu restes avec nous. Oui, Écoute, merci pour ton intervention. Tu lis les messages et apparemment, tu es rejoint par beaucoup de conseillers. Je te remercie infiniment et à très vite, j'espère. On va passer à… Alors, j'aimerais qu'on passe… j'aimerais qu'on passe juste à Julien Raffin, s'il te plaît, parce que Julien a un rendez-vous juste après, donc je voudrais vraiment qu'on le fasse intervenir, sinon après on ne pourra pas le faire intervenir. Et ensuite, on passera effectivement à Michel Lebras. Si c'est OK comme ça, c'est nickel. Et ça va marcher ce soir, j'en suis sûr. Parce que la semaine dernière, on a eu quelques petits soucis techniques, mais je suis sûr que ce soir, ça va le faire. Génial. Salut Olivier. Hey, bonjour Julien, comment vas-tu? Ça va super, ça va super. Julien Raffin, donc du président et fondateur, c'est ça, un cofondateur du groupe C2I. Ouais, fondateur, ouais, d'ailleurs. D'accord, super. Je te remercie d'être là, je sais que tu es énormément pris, toi aussi. Dis-moi, Julien, j'avais une question pour toi et je t'avoue que je l'ai perdue, donc je vais me retrouver. Mais en fait, je l'ai retrouvé. Voilà. C'est une question qui avait été posée par Michael Sabatier, que tu dois connaître puisqu'il doit suivre certains de tes lives également. Il est très actif et il avait du mal à comprendre l'intérêt de rentrer du mandat durant le confinement. Quelle est ta position par rapport à ça? Est-ce que tu as encouragé tes équipes à rentrer du mandat pendant le confinement ou pas? En tout cas, la première chose que j'ai indiqué aux équipes, c'est ce qui a été dit précédemment, c'était d'avoir un discours rassurant. C'est la première chose. Dès le premier jour, je leur dis aujourd'hui, on doit être rassurant. Moi, je vais être rassurant vis-à-vis de vous. C'est mon devoir. Mais vous devez être rassurant vis-à-vis de nos vendeurs, qui sont nos mandats en cours, qui sont nos mandats de demain, donc les leads vendeurs, vis-à-vis des projets qui sont en compromis. Donc voilà, l'idée, c'était d'être rassurant. C'est la première chose. Après, il est évident qu'au départ, si je dis pas de bêtises, on devait être le 17 mars. On n'avait pas du tout de visu sur le temps qu'allait durer ce confinement. Donc, je leur ai donné un plan d'action dès le 18 mars à mettre en place. Et ayant compris rapidement qu'on était sur une période qui allait être plus longue que prévu, j'ai dit on va se calmer et on va reprendre ce plan d'action à partir de la semaine prochaine. Donc, on a eu effectivement des compromis, des actes qui se sont signés, certaines de façon assez compliquée au vu, je dirais, au vu des conditions qu'il y a pu y avoir avec les notaires. Après, nous, on a la chance de pouvoir signer les compromis en interne. Donc, on a signé une paire de compromis. Très rapidement, tous les rendez-vous vendeurs d'estimation se sont annulés parce que on n'avait pas encore la mesure du truc aux alentours du 15 mars. Mais à partir du 18, tout a changé. Donc, il y a eu en termes d'activité proactive, c'est devenu très, je dirais, très accessoire, la prise de mandat, l'estimation et tout ça. Donc, on a dit, on va faire attention. On va travailler dans un premier temps nos baisses de prix très, très vite, que ce soit fait. On va reprendre les fondamentaux. On a repris les formations, enfin, toutes ces choses-là. Et après, pour répondre à ta question, effectivement, on a pu avancer, même si c'était plus une priorité et qu'il était beaucoup trop tôt pour anticiper un mois et demi avant, des préestimations plutôt que des estimations. Parce que l'estimation, par définition, est faite à partir du moment où on va pouvoir se déplacer. Mais ouais, on a travaillé des préestimations, de se dire l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir nos calendriers de reprise qui soient déjà bien remplis, si on veut dire, mais surtout organisés. Et je leur ai dit vendredi, puisqu'on fait un point tous les 2 jours d'1h30 ensemble, je leur ai dit voilà, il faut impérativement que nos agendas soient planifiés, mais intelligemment. Planifier intelligemment, c'est pas de se dire on va prendre le lundi 30 visites acheteurs, c'est pas du tout ça. C'est reprendre au contraire notre vraie organisation, comme on le fait, nos jeux de rôle qu'on fait les matins, notre prospection et l'après-midi les visites. Donc on a planifié déjà, on a fait une première planification qui a été décalée. Donc là on a décalé, je sais plus la date exacte à vrai dire, mais le 11 ou le 12, je ne sais plus, avec des estimations qui sont déjà prévues sur laquelle on a déjà pris beaucoup d'éléments en amont, les plans, enfin toutes ces choses-là. Et les baisses de prix, pour quelles raisons? Parce qu'on me le demande, les baisses de prix, parce qu'on a déjà, nous, on fait de la visite virtuelle et qu'effectivement, on a déjà eu des offres et des compromis sur des gens qui n'ont pas visité pendant le confinement. Donc voilà pourquoi on a fait les baisses de prix. Pour pas avoir à travailler les biens qu'on peut vendre maintenant, c'est-à-dire on est dans l'anticipation constamment et dans l'adaptabilité, pardon. Donc ouais, moi sur l'agence, on fait 100% de visites virtuelles, puisqu'on est sur 100% d'exclus sur la partie agence.
Après, sur le réseau, c'est différent. Les conseillers ont un peu plus de latence sur ce qu'ils font. Et donc, ouais, le fait d'avoir fait des visites virtuelles nous a permis d'une part de pouvoir faire des locations pendant cette période-là, en tout cas d'avoir des dossiers qui sont des dossiers validés et d'autre part de pouvoir faire de la visite virtuelle. Donc, les baisses de prix, pour quelles raisons? C'est pour se dire le marché n'est pas à l'arrêt. Le marché, on est peut-être à 5 ou 10%. Mais en tout cas, le fait de faire des baisses de prix nous a permis d'engendrer du lead acheteur qu'on a pu préqualifier, sur lesquels on a fait des visites virtuelles et sur lesquels, oui ou non, on a déjà planifié des visites à partir du 17 mai. Donc, voilà un petit peu pour répondre aux questions. Il fallait pas être attentiste et c'est vrai qu'on a l'habitude de prendre les devants. On a une méthode qui est relativement proactive et ça faisait partie de la proactivité de baisser le prix. On était effectivement, il y a l'école qui va dire plus le bien va rester sur le marché, plus le bien va se griller. Je suis le premier à dire que le temps, c'est l'ennemi numéro 1 du vente immobilière. Mais dans cette période-là, aujourd'hui, c'est de l'anticipation. C'est le fait d'avoir 8, 9, 10 visites prévues à la reprise. Et quand on connaît nos ratios sur nombre de visites pour nombre d'offres et nombre de ventes, on sait pertinemment qu'on a déjà des ventes qui vont se faire de façon quasi certaine sur la reprise. Voilà pourquoi on a voulu faire ces baisses de prix-là pour nous concentrer à ce qu'on n'a pas pu faire, la prise de mandat et les nouvelles exclus qui seront nos ventes de demain. Excellent. Merci infiniment, Julien. C'était très concis. C'était très, très rapide aussi. Ça a été précisé. Mais c'est Julien. Julien, il est branché. Ouais. Donc, il faut le suivre. Mais encore une fois, Olivier, j'anime une formation à tous mes nouveaux négos depuis ce matin. Je viens de faire 7 heures de formation devant ma webcam avec tous mes négos. Je fais une formation d'intégration. Donc, ouais, et puis tu me connais, je suis comme ça, on y va, on est là pour avancer. Donc, et en tout cas, merci. Il y a des pépites que tu nous as données. Le fait de faire des baisses de prix, ça me semble honnêtement assez opportun et en prévision d'une éventuelle baisse de prix qui est, de mon point de vue, assez probable, en tout cas à la sortie du confinement. Donc, ouais, moi je trouve ça bien comme stratégie. Après, on peut ne pas être d'accord. D'ailleurs, dans les commentaires, il y a des gens qui ne comprennent pas trop, mais en tout cas, ça a le mérite d'être une stratégie. Encore une fois, ça me permet de dire que quand vous avez une stratégie, vous n'avez pas forcément raison, mais au moins vous avancez parce que vous faites quelque chose. Et vous corrigerez si vous êtes trompé après, mais la démarche proactive, en tout cas de Julien, me plaît bien dans ce sens-là. Je te remercie infiniment, Julien. Merci à toi, Olivier. Ouais. Non, c'est bon? Ok. Dis-moi. Non, j'allais dire après, effectivement, la baisse de prix, parce que je vois, ça insiste, pour quelle raison? Aujourd'hui, tout le monde veut baisser le prix. À partir du moment où on a un discours cohérent, qui est confinement ou pas, il y a baisse de prix. C'est-à-dire que le confinement, c'est pas l'arrêt de la vie, en fait. C'est-à-dire que, on parlait d'optimisme tout à l'heure. Le confinement, moi, je l'ai dit à mes négos, dès la première journée, c'est une opportunité pour qui voudra la saisir. Nous, on a pu la saisir sur certains points du réseau. Et je dis aux négos, aujourd'hui, il ne faut pas que vous regrettiez quelque chose. Dans un mois, de vous dire, je ne veux pas entendre de qui que ce soit en 2020 dire, j'aurais dû faire ça pendant le confinement. C'est-à-dire, je leur dis, vous allez tout faire pendant le confinement. Mais j'autoriserai personne à dire que j'aurais dû le faire pendant le confinement. C'est-à-dire que là, on est vraiment en alerte sur une multitude de choses. Et effectivement, les baisses de prix, on peut les faire. Alors, pourquoi ne pas les faire? Parce que quand on va rentrer, et si on a déjà du proactif, on a anticipé nos actions de poste, nos actions de communication, on va dire quel dommage de faire des choses que j'aurais pu anticiper. Parce que c'est vrai que ces 2 mois ou 3 mois passés, à la fin de l'année, il faudra expliquer aux banquiers qu'il y a eu le confinement et que donc non. Donc nous, on est dans notre objectif et l'objectif, c'est d'atteindre notre objectif. On aura 70% du temps qui va nous être imparti pour y arriver, mais on doit y arriver. Et quand notre seul plan, c'est d'y arriver, on va faire en sorte d'y arriver. Cette anticipation, elle fait, je dirais, partie du dire j'avance. Et je ne vais pas me cacher derrière le confinement si en fin d'année, je n'ai pas fait mon chiffre d'affaires que j'avais prévu, tout simplement. Bien. Merci infiniment, Julien. C'était très précieux comme information. Je vais prendre le relais puisque apparemment, merci beaucoup. Apparemment, voilà, ça suscite des réactions et tant mieux. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que vient de dire Julien. En tout cas, on peut comprendre la démarche. Alors, juste sur le discours, il est assez simple. Le discours, c'est que plus d'un bien reste sur le marché, plus se dévalorise. Donc, anticiper une baisse de prix, ça peut permettre à la sortie du confinement d'être compétitif par rapport aux autres biens qui sont dévalorisés et sans baisse de prix. Moi, je l'entends plutôt comme ça, et c'est pour ça que je disais que c'était plutôt stratégique. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça. Je ne sais pas si j'aurais fait ça en tant que conseiller, mais en tout cas, voilà, ça a le mérite d'être… Ah, il y a du son? Bah oui, c'est bon. Apparemment, il y a quelqu'un qui a plus de son, Véronique. Ah, ma Véronique en plus. Donc voilà. L'idée, c'est faites-vous votre opinion. Julien ne détient pas la vérité, Marc Brimet non plus. C'est juste des pistes qu'on vous donne, à vous de choisir ce qui vous semble intéressant ou pas, et on vous fait confiance de ce côté-là par rapport à votre sens de l'analyse également.
Je vais demander à Steven de me passer du coup Michel Lebras qui en espérant que ça continue à marcher. Et j'en profite pour lire un commentaire de Christian Delis qui est un ami. Et je tiens à vous dire qu'il y a un certain nombre d'invités qui sont là ce soir grâce à lui, puisqu'il m'a aidé à contacter certaines têtes de réseau, puisque Christian Delis est un formateur comme moi. Et voilà, il m'a vraiment aidé puisqu'il est, il est plein de bons contacts. Et il dit 80% des mandats sans retour ou peu de retour. Attendez, hop, il est parti. Hop. Peu de retour consommateur au bout de 3 semaines est à requalifier. Voilà. Donc en gros, un mandat au bout de 3 semaines, il est dévalorisé. Donc forcément, il faut changer quelque chose. Et la première chose à changer, c'est son prix, en tout cas dans une stratégie mandat exclusif de préférence. Ah, Michel était là, il est reparti. Il est revenu. Michel, génial, je suis ravi de te voir là. Tu m'entends? Ben oui, je t'entends très bien. La dernière fois, ça n'avait pas très bien marché. Et puis là, ça fonctionne. Tu m'étonnes. Comment ça va, Michel? Eh ben écoute, ça va, on se parle souvent là actuellement, donc c'est sympa. Hein. Ben ouais, exactement. On se parle très souvent actuellement. Bon, j'ai plusieurs webcams, du coup, c'est pas la bonne, mais c'est pas grave. Je touche plus à rien parce qu'autrement. C'est parfait, ça fonctionne très bien. On va terminer en Zoom autrement, donc on va pas faire ça. Michel, je vais te poser une question. Je sais qu'elle n'est pas préparée, tu m'en excuses, mais je suis sûr que tu as une réponse. L'idée, c'est est-ce que tu as quelles sont les clés de réussite pour une bonne j'allais dire, reprise à la sortie du confinement, sachant qu'on ne sait pas exactement encore quand sera la sortie du confinement, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais est-ce que d'après toi, il y a des clés qui te sont apparues durant le confinement? Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, ben ça, après le confinement, on va le faire, on va le continuer? Est-ce que tu as eu une réflexion par rapport à ça? Ouais, bah, tu vois, on est en plein dedans parce que là, on fait des réunions de déconfinement là, toute la journée pour voir les points à poursuivre ou les points importants. Déjà, il y a un point, et Marc Brimeux l'a bien dit, c'est le sujet de la confiance. Et confiance dans les prochains jours et les prochaines semaines, ça va être essentiel en fait. Et pour donner confiance aux gens, il ne va pas y avoir beaucoup de solutions. Il y a déjà effectivement de rester optimiste nous-mêmes et positif. Il y a aussi d'être préparé, c'est-à-dire avec du matériel, avec des masques, avec des éléments qui permettent on va dire, de rendre plus acceptable la relation qu'on va avoir avec les clients dans les prochaines semaines. Donc voilà, donc ça c'est un point essentiel et à mettre en œuvre, ce qui n'est pas évident parce que c'est des grosses logistiques. Donc là, nous, on a commandé des dizaines et des dizaines de milliers de masques pour justement que ça puisse se faire. Donc ça, c'est un point. Après, il y a un autre point, c'est vraiment tout ce qui est travail en signature électronique. Et je crois que vraiment, je pense que nous, comme pas mal de réseaux, on poussait pour qu'effectivement les négociateurs passent à ce genre de technique. Et là, ça s'est vraiment généralisé en quelques jours, en fait, en quelques semaines. Et ça nécessite à la fois des formations différentes, des méthodes commerciales un petit peu différentes, des accompagnements un peu différents. Et ça, on va poursuivre et on va renforcer ça parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. C'est tellement pratique, tellement plus simple à la fois pour le conseiller, pour le réseau, pour les clients surtout, que voilà, ça c'est un point, je pense, très important de cette expérience en fait. Génial. Ça, c'est génial ce que tu nous dis parce qu'effectivement, c'est des retours que je retrouve chez d'autres acteurs du marché. La signature électronique, ça facilite grandement le travail. Ça permet d'optimiser son temps dans certains cas, quand notamment on travaille sur des mandats qui sont un peu trop loin. Je sais que c'est pas ce que je recommande. Je recommande plutôt de travailler sur des secteurs assez restreints, mais dans certains secteurs, notamment dans les zones rurales, c'est parfois un petit peu compliqué. Donc ça, c'est une première chose. Et effectivement, on a tendance à l'oublier, mais si on veut reprendre rapidement, il faut absolument qu'on ait des masques, qu'on ait même peut-être des gants pour rassurer les vendeurs et les acheteurs de manière à pouvoir pas les rassurer les conseillers eux-mêmes aussi. Il faut que les conseillers soient à l'aise dans leur travail. Évidemment, les clients aussi, voilà, qu'on ne fasse prendre de risques à personne et qu'on puisse essayer de travailler le plus sereinement possible, on va dire. Donc, ça, c'est essentiel, ouais. C'est fondamental. Excellent. Et c'est notre responsabilité, nous, en tant que patron de réseau, effectivement, d'assurer et d'assumer le fait que ça puisse se faire pour nos conseillers
voilà, dès les prochains jours, dès le redémarrage en fait. Génial. J'ai oublié de te présenter tout à l'heure, Michel. Alors oui, on voit ta pancarte. Je pense que ça se voit, ouais. Est-ce que je peux te présenter en tant que président d'Orix? Ouais, Orix, ouais, voilà, qui est le groupe qui est au-dessus. Lebras, c'est aussi le président d'Orix. Orix, c'est un groupement de plusieurs réseaux, à savoir propriété privée, Imo Réseau et Redoximo, et aussi d'autres activités. La gestion, toujours valable? Exactement, ouais, la gestion locative dans cette période, ça nous occupe pas mal. Voilà. Bon, super. Bien. Je te remercie infiniment, Michel. À très bientôt, hein, de toute façon. Merci, Olivier. On se voit régulièrement, de toute manière. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Merci, Michel. À bientôt, merci, au revoir. Ciao. Chouette, je suis content. Il y a déjà beaucoup de contenus qui sont donnés. C'est des petits détails, encore une fois, des petites astuces qui vont faire cumuler que vous allez pouvoir reprendre dans des bonnes conditions la reprise à la sortie du confinement. On commence à préparer à travers les masterminds la sortie de confinement. Voilà, on commence à se mettre en marche, même si, en gros, la préparation, j'espère que vous l'avez faite depuis le tout début, mais voilà, sur des choses beaucoup plus spécifiques. Je vous remercie pour votre interaction. Il y a plein de choses intéressantes et qu'on va essayer de relever au fur et à mesure. On va appeler évidemment Eric Chatry qui apparemment est revenu. Alors, Eric, bonjour Eric. Bonjour. Eric Chatry, donc cofondateur de la start-up Je rêve d'une maison. C'est toujours. Ouais. Je rêve d'une maison, rapidement pour expliquer, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est une solution qui permet aux acheteurs de trouver leur maison à travers des critères qui ne sont pas forcément des critères qu'on a l'habitude. Ça a beaucoup changé. On est devenu maintenant une start-up de chasse immobilière. On a pivoté il y a un petit moment. Immobilière, voilà. Donc, ouais, on fait la chasse immobilière, mais essentiellement sur Paris, région parisienne. D'accord. Et 90% des appartements, d'ailleurs, évidemment. On fait aussi pas mal de projets en banlieue. Eric, on s'est rencontrés il y a 4 ans, je crois, de mémoire. Oui, tout au début, oui. Le projet n'était pas tout à fait le même si ça n'a pas énormément changé. Aujourd'hui, on est 40. Donc, j'ai 25 chasseurs CDI aujourd'hui. Excellent. Et moi, je t'ai fait venir surtout parce que tu as déjà participé à une web conférence sur les pronostics de marché. Et je voulais vraiment que tu nous en dises un petit mot parce que Marc Brimeux a fait son analyse. Toi, est-ce que tu as une autre analyse? Alors, tu n'as pas entendu l'analyse de Marc Brimeux. Oui, je suis désolé. Quelle est ton analyse sur le marché immobilier? Comment on va le retrouver à la sortie du confinement? Bon, c'est compliqué. Nous, on essaie d'avoir, effectivement, dans le webinaire dont tu parlais, on l'avait fait avec un notaire, un courtier, un agent, et nous, côté acquéreur. Alors, moi, mon analyse, c'est qu'effectivement, il y aura un afflux de biens. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui vont être dans une situation plus forte de vente de biens. Je suis plutôt confiant, moi, sur le côté offre. C'est-à-dire qu'on était effectivement… Moi, je parle des marchés tendus, donc Paris, région parisienne, essentiellement. Les autres, je ne les connais pas et on n'opère pas là. On vit depuis 3-4 ans un marché ultra tendu qui augmente en prix de 8% par an. Ça devient de plus en plus difficile pour nos clients acquéreurs de trouver des biens intéressants. C'est-à-dire qu'il y a eu un afflux de biens en 2016-2018, puis ça a commencé à se tarir beaucoup en 2019 et ça devenait très cher pour des produits finalement moins bien qu'il y a 2-3 ans. Donc le marché, de mon point de vue et côté acquéreur, était un petit peu dysfonctionnel. C'était cool côté vendeur parce que ça se vendait très vite. C'était très difficile aussi côté vendeur parce qu'il y avait peu de biens. Mais côté acquéreur, c'était un process en fait de plus en plus compliqué, avec en plus des offres, plutôt des biens de moins en moins nombreux et de plus en plus chers. Donc là, je pense qu'on va avoir un certain nombre de Français ou de Parisiens qui vont se retrouver dans une situation où ils vont devoir rendre liquide un certain nombre de leur patrimoine immobilier. Pour certains, notamment, je pense pas mal à des investisseurs locatifs qui vont avoir beaucoup de difficultés à trouver des rendements sur des petites surfaces et ça fera la couche en plus par rapport à la pression de la mairie de Paris. Donc, à mon sens, on risque d'avoir des gens qui vont mettre sur le marché des petites surfaces qui pourront très bien aller pour des primo-acquéreurs, donc ça, c'est pas plus mal. Sans doute des gens qui vont
peut-être même décider de vendre, peut-être pour passer en location. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le sentiment que faut peut-être vendre assez rapidement parce qu'on ne sait pas ce que la crise réserve et peut-être se mettre dans une situation locative le temps que tout ça se calme. Il y a beaucoup de gens, dont moi, dont plein de gens autour de moi qui sont des entrepreneurs et qui sont assez incertains par rapport à l'évolution et leur capacité de s'engager dans la durée et qui, s'ils ont des biens ou s'ils peuvent trouver des solutions alternatives, même sur le principal, vont vouloir vendre. L'idée que les prix baissent fait que pas mal de vendeurs vont accélérer leur projet de vente. Donc moi, je pense que l'offre va augmenter sur Paris, région parisienne. La demande, par contre, je pense qu'elle va être tendue. Je pense que beaucoup de gens peuvent se dire que il y a beaucoup d'incertitudes, que c'est peut-être pas le moment d'acheter. D'autres peuvent se dire que il faut attendre que les prix baissent et développer une stratégie attentiste. Donc, moi, mon point de vue là-dessus, c'est plutôt d'avoir une approche rassurante au sens où l'attentisme n'est pas une bonne stratégie pour moi. Je ne pense pas que le marché se pète la gueule en termes de prix. Je ne pense pas qu'on aille sur du 15-20% sur Paris, région parisienne. Vraisemblablement, ça peut aller jusqu'à peut-être 10%, c'est comme ça que je l'analyse, mais finalement, ce serait une correction qui nous ramènerait peut-être sur des niveaux de prix de 2018. Et c'est pas plus mal. Fondamentalement, du point de vue de l'acquéreur, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tant que ça dévisse pas et tant que la perspective d'une baisse forte des prix ne fait pas que plus personne ne veut acheter en attendant que ça devienne beaucoup moins cher. La chance qu'on a, je pense, c'est que effectivement la BCE soutient ses taux, que l'État donne toutes les garanties aux banques qui permettent d'espérer que les taux ne vont pas flamber. Je pense pas qu'ils dépasseront les 2%, les 1,8, les 2 d'ici à la fin de l'année. Et je pense que l'État va absolument tout faire pour que les banques continuent à prêter dans des conditions effectivement plus strictes, notamment au niveau des durées, au niveau des apports. Mais c'était déjà le cas de toute façon avec le Haut Conseil de stabilité financière. C'était déjà le cas en décembre dernier. Et il y avait déjà eu ce mouvement de retracement sur les premiers mois. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour le marché que les acheteurs aient une perspective de hausse de taux, parce que ça peut permettre de dire que effectivement, c'est peut-être pas une mauvaise idée, c'est même plutôt une très bonne idée d'acheter maintenant, parce que les taux vont peut-être quand même monter, même si ça va pas être stratosphérique et même si ça reste des taux très faibles. Donc, il faut acheter maintenant parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans 6 mois. Et par ailleurs, il n'y aura pas de baisse de prix terrible ou tellement énorme que ça vaille le coup d'attendre. Donc, je pense que c'est plutôt ces scénarios-là auxquels je crois que nous, on va expliquer, sur lesquels on va se positionner face à nos clients, avec l'idée qu'effectivement, pour nous qui sommes du côté acquéreur, en période d'incertitude, ben, c'est plutôt intéressant d'être accompagné. Et que oui, il y aura sûrement des opportunités de marché. Je pense que pour les acquéreurs, c'est plus cette dimension de faisabilité et de vitesse pour trouver les pépites qui sont rares, mais ça va être plus la capacité à bien analyser le marché, à avoir une vision exhaustive pour déterminer les vraies opportunités et finalement, entre guillemets, faire des bonnes affaires, là où avant, déjà, on était content d'avoir une offre au prix, quoi. On va avoir des gens qui vont être à l'affût de biens qui vont être peut-être mieux que ce qu'ils auraient pu avoir en temps normal et moins cher. On va avoir des gens qui vont être dans une logique de négociation et ils auront raison parce que le rapport de force entre vendeurs et acquéreurs va se rééquilibrer un petit peu. Mais il y a déjà tellement d'acheteurs que finalement, on va revenir sur quelque chose d'un petit peu plus sain. Mais il y aura sûrement un petit peu plus de levier de négo et c'est très bien parce qu'une négo, c'est forcément un vendeur et un acheteur qui se mettent d'accord sur un prix, mais au moins derrière, ça va au bout. Et il n'y a pas le sentiment qu'on surpaye. Les gens qui vont effectivement peut-être à un moment se rétracter, c'est ceux qui auront l'impression qu'in fine, ils se font avoir et qu'ils achètent trop cher et que s'ils attendent, peut-être, ils pourraient avoir un truc mieux. Donc, je pense que dans certains cas, il y aura des situations de négo où, côté vendeur et côté acquéreur, il y aura un point d'équilibre qui va se trouver. Peut-être que ça aura baissé de 10 000, de 20 000, de 30 000, mais au moins, le deal, il ira au bout. Donc, je ne suis pas pessimiste sur le marché. Je pense que les dynamiques vont se rééquilibrer un peu. Je pense qu'il y aura beaucoup de stress, mais qu'in fine, on va se rendre compte que on a un marché qui est fondamentalement sain, parce que fondamentalement, c'est le cas. Le marché immobilier n'est pas
c'est pas une bulle. Les fondamentaux sont bons, hein, comme les fondamentaux bancaires sont bons, mais il y a juste un énorme stress et à conditions liées à la situation sanitaire, qu'il va falloir effectivement aménager énormément les façons de faire des visites, et qu'à un moment, s'il n'y a pas de situation de reconfinement, s'il n'y a pas de situation sanitaire dramatique, à un moment, les choses vont peut-être un petit peu se tasser. Certainement à la rentrée de septembre, mais ça va être chaotique à mon avis jusqu'en septembre. Excellent, merci infiniment. Enfin, c'était une analyse, comme tu l'as dit, du marché parisien. Et d'ailleurs, il y a quelques Parisiens qui étaient d'accord à 100% avec toi, comme Gad Fitzou, qui est déjà intervenu lors d'un mastermind, pardon. Il y a une agence justement sur Paris qui rejoignait ton analyse. Comme je dis très souvent, je te remercie infiniment, Eric, pour ton temps et ton analyse. Je vais passer à un autre intervenant. Je donne l'info à Steven. On va faire venir Christine Fulmagali, présidente du réseau Orpi. Elle a un rendez-vous juste après. On sait très bien que le marché parisien est un marché très spécifique, assez extrême. Mais le fait d'avoir une analyse du marché parisien permet aussi de décliner de manière moins extrême sur d'autres marchés. Alors, encore une fois, les marchés en France sont tous différents, mais on a quand même des références similaires. Bonjour Christine, merci d'avoir accepté d'intervenir à ce mastermind. Alors Christine, je ne sais pas s'il faut vraiment vous présenter, mais présidente d'Orpi, j'avais une question à vous poser qui était sur la vision à 5 ans à peu près. Christine, je sais que vous avez une vision claire là-dessus. Quelle est selon vous, et après, juste pour avertir ceux qui s'impatientent sur les actions concrètes à mettre en place, on aura Dominique de Saint-Laurent qui nous en parlera juste après. Donc, mais pour l'heure, sur la vision à 5 ans, quels vont être les changements? Est-ce que vous avez noté des choses vraiment notables par rapport à la situation d'aujourd'hui? Alors tout d'abord, merci à toi Olivier de nous faire intervenir. Bonjour à tous. Sur une vision à 5 ans du métier de l'agent immobilier, c'est vrai qu'on peut se poser la question dans un temps où la façon dont on travaille aujourd'hui remet en cause peut-être des parcours et des process de travail. Ce qui est certain, c'est que ça va accélérer, en tout cas quelque chose qui est évident dans l'avenir, c'est l'utilisation de toute la partie digitalisation. Il faut que l'ensemble de la chaîne immobilière soit encore plus agile qu'elle ne l'était avant cette période de confinement. On voit à quel point chacun s'emploie à utiliser les outils et maintenant progresse et performe dans cette utilisation au bénéfice de nos clients. Donc, ce côté digital est pour nous un incontournable sur les 5 prochaines années, sachant qu'il n'y a pas que le digital. Nous croyons très fort chez Orpi à cette notion de phygital, c'est l'alliance entre le digital et la relation humaine, puisque un point de rencontre physique reste un point de rencontre important dans un parcours immobilier qui est toujours stressant pour un client et pour lequel il a besoin d'être réassuré en permanence. Et je dirais que sur cette vision à 5 ans, ce qui, moi, me paraît fondamental, au-delà des outils digitaux, c'est de bien prendre conscience que le conseiller immobilier de demain sera avant tout un expert qui accompagne un client et qui est capable d'avoir un accompagnement de qualité, ce qui signifie tout simplement qu'il faut aller au-delà du bien dans un parcours client et c'est dépasser cette relation qu'on peut avoir avec le bien que l'on a à vendre et se dire mais en fin de compte ma réflexion doit être basée sur qu'est-ce qui est profitable, qu'est-ce qui est bénéfique pour mon client, avec une vraie montée en compétences, et j'insiste pour tous ceux qui nous écoutent, sur tous les aspects de l'immobilier. Bien sûr, la transaction, il faut en maîtriser tous les contours, mais il faut être capable de parler gestion locative, il faut être capable de parler copropriété, être au fait de ce qui se passe dans ces copropriétés, être capable de parler d'urbanisme et être capable également de parler du côté professionnel. Il faut qu'on soit à 360 sur l'ensemble des problématiques qui peuvent être liées sur un projet et un parcours immobilier. Donc, ça veut dire une montée en compétences qui est importante et qui va être pour moi le vrai enjeu de demain. C'est être capable de se former et d'aller au-delà de ce métier de la transaction qui nous concerne tous à l'heure où on se parle. D'accord, donc si je comprends bien, Christine, finalement,
votre vision du métier de conseiller immobilier, c'est de se rapprocher un petit peu de la gestion de patrimoine, de compétences qui vont beaucoup plus loin que la simple transaction d'un bien, c'est ça? Quand on veut s'inscrire dans la durée, tout à fait, quand on veut s'inscrire dans la durée avec un client, soit on pense l'acte final, la vente qu'on va réaliser, et puis on se dit derrière, voilà, après je resterai en contact avec mon client, et puis advienne que pourra, soit on s'installe et on a une vision plus long terme. Et je crois beaucoup, moi, cette vision long-termiste dans la profession de l'immobilier, si on veut être encore là dans les années à venir, qui est de dire, moi, si aujourd'hui, je dois être capable de dire à un client, votre projet, monsieur le client, compte tenu de tout ce que vous venez me dire, de ma compétence et de ma connaissance du secteur et du métier de l'immobilier, je suis capable de vous dire aujourd'hui que ce projet de vente, il faudrait le reporter. Et d'accepter de se dire, voilà, au détriment peut-être voilà, d'un acte qui doit être fait à un moment donné et ramener notre chiffre d'affaires ô combien important, c'est s'installer plus sur un projet de vie pour accompagner ce projet du client. Et en tout cas, voilà, un retour qui sera fait de nos clients parce qu'ils attendent ça de notre côté, ce côté conseil au-delà même de l'acte de vente. Alors, je rejoins tout à fait votre analyse dans le sens où je pense que dans 5 ans, ça serait bien, en tout cas, c'est un objectif qui serait bien à maintenir, c'est que chaque personne ait son propre conseiller immobilier et que ce conseiller immobilier, effectivement, puisse le conseiller sur pas uniquement de la transaction, mais sur de la location, sur de l'investissement, sur tout un tas de compétences diverses liées à l'immobilier. Il est important qu'on devienne ce repère. Voilà, pour un client aujourd'hui, c'est fondamental. Et comme tu le dis très justement, avoir son agent immobilier qui l'accompagne tout au long de sa vie et de ses parcours immobiliers, ça doit être vraiment notre objectif. Et pour moi, c'est là l'enjeu de demain. Excellent. Je vous remercie infiniment, Christine. Merci à toi. Merci à tous. À très bientôt. Et puis, merci infiniment de nous avoir donné cet avis sur justement la vision à 5 ans. Avec plaisir. Merci beaucoup, Christine. Je tiens juste à dire, avant qu'on fasse venir Dominique de Saint-Laurent, qui est fondatrice du réseau WeLoge, je tiens juste à dire que les intervenants prennent un risque mesuré, évidemment, et relatif en donnant leur opinion. Donc, je vous demande simplement dans les commentaires d'être respectueux de l'avis. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais simplement accepter que ces personnes-là ont accepté de donner leur avis et qu'il y a quelque part une prise de risque, encore une fois, relative, mais elle est quand même présente. Donc, merci pour les commentaires plutôt bienveillants, qui ne sont pas forcément super sympas. Bonjour Dominique. Bonjour Olivier. Merci beaucoup de cette initiative. Merci à toi. Donc Dominique, fondatrice du réseau WeLoge, c'est ça? WeLoge. W-E-L-O-G-E. Pardon? Je précise, W-E-L-O-G-E. Oui, très bien. Je voudrais poser une question puisqu'elle est très demandée là dans les commentaires depuis tout à l'heure. C'est en gros, quelles sont les actions qui peuvent être menées par les conseillers immobiliers pendant le confinement au vu effectivement de préparer au mieux la sortie. Mais là, aujourd'hui, quel conseil tu aurais à donner aux conseillers en termes de préparation? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent faire? Alors, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais la première chose sur laquelle je veux insister, c'est avant de se mettre dans l'action. Alors déjà, je trouve que ce confinement, c'est une excellente opportunité de croissance, aussi bien personnelle que professionnelle. Et moi, je dirais qu'avant de se mettre dans l'action, il faut se mettre à réfléchir. Parce qu'on est dans des métiers où on n'a pas souvent l'occasion de réfléchir. Et je crois que la préparation est primordiale. Et la première des choses, ce confinement nous a permis de nous poser et de dire, OK, maintenant, je vais mettre à plat ce que j'ai pu faire jusqu'ici et je vais faire un travail de fond. C'est l'occasion de se remettre sur ses chiffres, sur ses ratios, de revoir un peu son activité passée et puis de revoir ses objectifs parce que de toute façon, l'après-confinement, il y a eu un avant, il y aura un après. Je pense que les choses seront vraiment différentes après. Et donc, c'est pour ça que c'est le moment de mettre à plat ses objectifs.
Très concrètement, moi, ce que j'avais fait une liste, en fait, tout de suite après l'annonce du confinement, j'ai fait une to-do list, parce que moi, je suis très to-do list, spécial confinement, où j'ai dit à mes équipes, voilà, maintenant, la première des choses à faire, déjà, évidemment, c'est de garder le lien avec ses clients, c'est de les rassurer au maximum et de vraiment être là pour eux, de les accompagner, les conseiller et qu'ils sentent qu'on ne va pas les lâcher, on va être là. Ensuite, c'était mettre à jour sa base de données. Parce que pareil, souvent, on court après le temps dans nos métiers, on ne prend pas le temps de remettre à jour sa base de données. Et une petite astuce, souvent, on ne prend pas le temps de noter la date de naissance de nos clients. Et je pense que fêter l'anniversaire des clients, ça fait toujours plaisir. Donc ça, c'est peut-être l'occasion de se dire, OK, ben, je vais revoir ma base de données et remettre à jour mes informations sur mes clients pour être présent pour eux. Ensuite, c'est les réseaux sociaux. Ben aujourd'hui, c'est un incontournable. Donc, c'est peut-être aussi le moment de remettre à jour tous ces réseaux sociaux, même de préparer une ligne éditoriale pour avoir du contenu, du vrai contenu. On a beaucoup de commerçants qui sont fermés sur nos secteurs, donc c'est aussi le moment de mettre en avant certains commerces, de les faire vivre au travers les réseaux sociaux. Je pense qu'une fois qu'on sera déconfinés, ben, ils seront contents, ils vont nous remercier pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté d'autre comme chose à mettre en place? Donc, c'est aussi le moment de mettre en place des partenariats, puisque je pense que pas mal de gens auront besoin d'arrondir les fins de mois après ce confinement. Et donc, c'est peut-être l'occasion de provoquer des rencontres, évidemment à travers un écran, mais d'aller solliciter des personnes, soit via LinkedIn, soit par d'autres moyens, mais de vraiment provoquer des rencontres et prendre le temps de présenter ses services. Parce que pareil, on a tous des particularités et c'est certainement le moment de prendre des rendez-vous et par Zoom, par exemple, de présenter son book, de montrer en quoi on est différent, en quoi on apporte un plus à ses clients. Donc, vraiment, je pense que ce confinement, il ne s'agit pas d'avancer tête baissée et de continuer à faire ce qu'on a toujours l'habitude de faire. Il s'agit de prendre du recul, de se poser, de réfléchir à ce qu'on a envie de faire par la suite, réfléchir aussi à son pourquoi. Moi, je crois que c'est aussi très, très important de se dire pourquoi on fait ce métier, qu'est-ce qui nous anime, et puis ensuite de faire ce métier en gardant ça en tête et de l'adapter à la situation. Tout à l'heure, il y a Christine qui a parlé du digital. Je pense que c'est important de remettre ce digital au cœur de notre métier. Ça ne va pas enlever la relation humaine qui reste essentielle. D'ailleurs, plus ça va aller, plus on va être sur un rapport humain à humain. Et quel que soit le réseau dans lequel on est, peu importe, c'est pas la question. La question, c'est la relation qu'on va tisser avec notre client et cet échange qui va être vrai et authentique. Maintenant, les gens, ils ont besoin d'authenticité. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur parle le vrai, qui leur donne des conseils en prenant en compte d'abord l'intérêt du client avant de voir son intérêt. Mais pour arriver à faire ça, il faut vraiment être convaincu que ce métier, c'est Michael Aguilar qui parlait il y a des pratiquants, il y a des croyants. Et je crois que c'est vraiment le moment de se poser la question, est-ce qu'on est vraiment croyant? Parce que je crois que ça va être vraiment nécessaire de l'être pour continuer à travailler dans des bonnes conditions par la suite. Donc voilà, c'est mon ressenti sur cette période. On n'entend pas. Ah, on t'entend pas? C'est ça, j'ai pas rebranché le micro. Voilà. Je disais, si je peux me permettre de rebondir sur le fait d'être croyant, de plus en plus, effectivement, être croyant, ça veut dire c'est travailler sa sincérité et son authenticité. Plus on est croyant, plus on va être authentique et plus ça va avoir un impact auprès de nos clients et de nos prospects. Donc, il faut effectivement travailler cette vision, ce pourquoi, comme tu l'as dit, pour justement être beaucoup plus impactant. Et j'aime beaucoup ton intervention dans ce sens-là où le fait de prendre du recul et de profiter de cette période-là pour prendre du recul, c'est bien. Et aussi passer à l'action doucement, mais peut-être différemment. Et l'idée des partenariats également. Essayer de se trouver des revenus aussi complémentaires, ça peut être voilà, une bonne idée. Donc, merci infiniment pour ton intervention, Dominique. Merci beaucoup, Olivier. Je suis ravie de pouvoir participer à cet événement. Merci et félicitations pour toutes tes initiatives. Vraiment,
J'ai beaucoup de gratitude envers tes actions, c'est super. Et puis surtout, on va rester positif parce qu'on en sortira grandi de cette situation. Et je suis très confiante, tout en étant très réaliste, parce que je pense que les choses vont pas être toujours simples, mais je pense qu'on a de belles années. L'après-confinement sera bien, sera tonique. Ben, que Dieu t'entende, comme on dit. Merci infiniment, Dominique. On va passer la parole à Frédéric Simon. Je ne sais pas s'il est là, mais on va voir s'il est là. Donc, vous avez vu, Dominique vous a donné quelques actions à faire aujourd'hui pour préparer le confinement. On va poser la question un petit peu, une question similaire à Frédéric Simon s'il est là. Donc, merci pour tous les commentaires que vous faites. Merci pour les remerciements que vous avez fait également. On est avec Frédéric Simon, président du réseau Chemex. Comment ça va, Frédéric? Super, merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, je t'en prie. Donc, Frédéric, on a entendu Dominique Saint-Laurent tout à l'heure nous expliquer quelques actions à faire pendant le confinement. Toi, de quelle manière tu as préparé l'après-confinement avec tes conseillers, avec tes équipes? Eh bien, pour faire un bon après-confinement, il faut déjà faire un bon confinement. Donc, effectivement, tu parlais de plan d'action. Les conseillers, quel que soit le réseau, ont besoin d'être soutenus, accompagnés, parce que effectivement, le stress, les angoisses et les questions sur le prix, l'évolution du marché, elles sont bien évidemment présentes dans la tête de nos clients, essentiellement vendeurs, et parce qu'un projet d'achat, on peut le reporter. Une fois qu'on a enclenché un projet de vente parce qu'on a déjà acheté, il y a un véritable stress. Donc, ça veut dire que ce report de stress, il va être également reporté sur nos négociateurs qui, eux, sont là pour conseiller et du coup, ils prennent de plein fouet cette charge émotionnelle et donc, si on ne la traite pas et qu'on la reporte d'attendre pour voir comment ça va évoluer après, eh bien, on risque de perdre la confiance et la relation qu'on avait eu tant de mal à construire. Donc, la première chose, c'est pendant le confinement, c'est d'être omniprésent pour ses conseillers. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien qui doit s'arrêter et tout doit continuer, par contre, complètement différemment. Donc, les mots d'ordre, ils ont été dits par mes confrères et c'est exactement ça. C'est Julien Raffin qui nous parle d'anticipation. Donc, on doit anticiper. C'est vrai que ceux qui ont eu la chance de bien vivre la crise des subprimes, même si c'est une crise différente, eh bien, malgré tout, elle a les mêmes impacts. Donc, anticiper et agilité ou adaptation, c'est ce qu'on doit faire preuve. Et du coup, axer sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ne pas faire, ça sert à rien de faire des choses qui servent pas à grand chose, d'autant plus qu'on est plutôt dans une réflexion intérieure et d'organisation interne et de prendre le temps de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire. Donc, ça veut dire qu'il faut être extrêmement efficace, concis, mais présent avec un système d'agilité dans le management global. C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'interchanger les uns avec les autres, on a tous des bonnes idées et en fait, il faut construire une autre relation professionnelle que celle qu'on avait avant via des supports qu'on utilise ici et d'autres supports visio. Donc, ça apporte aussi beaucoup de technologie à tous. Donc, on est tous en train de se remettre en question. Je pense que les 3/4 des réseaux ont basculé maintenant vers le 100% digital en signature électronique pour ceux qui ne l'avaient pas fait. Donc, ça aussi, c'est très, très bien parce que ça nous permet d'anticiper. Si on connaît de nouveau une prochaine crise, on sera déjà plus armé et plus formé. Mais donc, c'est un plan d'action concret. Donc, c'est quoi le plan d'action concret que moi j'ai mis en place pour respecter l'anticipation et puis l'adaptabilité? C'est en premier lieu, c'est de garder cet optimisme que tout le monde a décrit. C'est facile de le dire, c'est beaucoup plus difficile à le faire en tant que manager. Donc, l'optimisme, pourquoi on va être optimiste? Parce qu'en fait, on va avoir confiance. Mais dans un premier lieu, qui doit avoir confiance? C'est le client, parce que nous, on ne fait rien sans le client. Donc, ça veut dire que là, par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu. Et donc, vous allez me suivre. Là, je passe du coq à l'âne, mais je vais revenir sur le sujet principal des actions. Moi, je ne suis pas comme ceux qui disent que le marché va repartir de manière tonitruante parce que les gens veulent acheter, les banques soutiennent, etc. Oui, c'est vrai. Mais lorsqu'on n'a pas pleinement confiance dans l'avenir,
Quand on est client, on attend. On reporte. Ça veut dire que le marché qui aujourd'hui correspond à 1 million de transactions en France depuis l'année dernière et il y a 2 ans, il va descendre à, alors on va dire oui, celui qui prévoit l'avenir, il est très fort, etc. Ben, c'est aussi notre rôle d'oser dire comment on pense les choses. Et puis, il y en a qui vont dire vrai, il y en a qui vont dire faux. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, moi, j'assume ma position. Ma position, c'est de dire le marché va se tendre pendant 4, 5, 6 mois. Donc, on a tendance à dire les structures vont avoir des problèmes de trésorerie, d'où le financement des PGE par l'État pour les entreprises à partir de septembre, parce qu'on va encaisser pas grand-chose en septembre. C'est faux. C'est-à-dire que oui, les structures risquent d'avoir des problèmes de trésorerie en septembre, mais c'est surtout au premier trimestre de l'année prochaine qu'il va y avoir des problèmes parce que le gâteau va se réduire et il va repartir progressivement quand les gens vont dire bon allez, c'est bon, ça y est, on a attendu, on a vu, finalement ça roule, on y va. Mais avant d'arriver à ce rythme du client de se dire je peux y aller maintenant, c'est bon, et ben il va s'écouler 3, 4, 5, 6 mois. Et c'est ces 3, 4, 5, 6 mois qu'il faut que nous, négociateurs, nous, parce qu'on est tous dans la même, nous négociateurs, nous patrons de réseau, nous patrons d'agences immobilières, nous patrons de réseau de mandataires, quel que soit notre statut, c'est ça qu'il faut apprendre à gérer et c'est là-dessus où il faut qu'on soit bon pour nos négociateurs pour des actions concrètes. Certains ont donné des actions concrètes. Effectivement, de penser que le marché ne va pas être impacté sur les prix, pour ma part, je n'y crois pas. Bien sûr que les prix vont baisser et bien sûr que notre job, c'est de donner le conseil, d'être capable d'expliquer et de conseiller le client en anticipation parce que si jamais on attend la baisse de prix et qu'on la subit, ben finalement, le client, il a pas eu raison de nous faire confiance puisque ben, il ne vendra pas sa maison et son but premier, c'est de vendre son bien. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est avoir le courage de penser, d'oser dire, peut-être un peu avant les autres, et parce que le gâteau, il va se réduire. Donc, en fait, les outils, maintenant, je passe à la question que tu m'as posée, Olivier. Bien sûr qu'il faut réfléchir, etc. C'est bien, mais il faut du concret. Et donc, c'est quoi les actions concrètes? Les actions concrètes, c'est déjà, pendant le confinement, il est important de faire un maximum de formation et de monter en compétences. Bien sûr qu'on le sait tous, mais il faut le faire. Donc là, un temps est donné extraordinaire à tous les formateurs dont tu es et dont je salue ton professionnalisme et surtout l'intégrité avec laquelle tu travailles parce qu'on sent que c'est une véritable passion qui est la mienne aussi et c'est ça en premier lieu les formateurs, c'est de transmettre cette passion et notre vision du métier et donc c'est de former tous les négociateurs par rapport à leur réseau, chacun son réseau, de manière à ce qu'au sortir eh bien, on ait intégré un maximum de savoir-être et de savoir-faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de développer sa notoriété sur les réseaux sociaux. Il y a une guerre excusez-moi ce mot, parce qu'en ce moment, on dit, ouais, il faut pas dire, voilà. Mais en fait, faut quand même se dire les choses. On est concurrents malgré tout, même si on bosse ensemble et tous ensemble, malgré tout, on vient quand même un peu à la réalité des faits. Quand on est sur le terrain, on va pas dire, bah, de bosser avec lui, c'est mieux que bosser avec moi. Non, non. Donc, on cherche à bosser en premier lieu avec un mandat exclusif. Et donc, il faut que notre notoriété elle augmente fortement. Pour qu'elle augmente fortement, il faut une stratégie, un plan d'accompagnement parce que nous, négociateurs, on n'est pas des champions de la communication et du marketing. Donc, il faut avoir des structures qui nous permettent d'être formés, accompagnés. Et si c'est pas en interne dans les structures, eh ben, il faut chercher en externe. Et je sais que toi, tu as un réseau important avec des amis à toi qui pourront accompagner les négociateurs à se former sur ça. Parce que c'est important d'avoir une stratégie digitale de manière à ce que dans 1 mois, 2 mois, eh bien, la notoriété digitale de chaque conseiller, elle soit passée du stade de 10%, si jamais c'était 10, à 20 ou 30 ou 40 ou plus. Parce que c'est aussi là-dessus maintenant qu'il faut œuvrer et cette période nous permet de… Donc ça, c'est les 2 points importants, c'est la formation et le digital et, comme l'ont dit certains, de préparer l'avenir, c'est-à-dire de préparer ces agendas de rendez-vous déjà en faisant des pré-estimations, pré-expertises par visio, de manière à ce que quand on dise « go », c'est parti, eh bien, ceux qui auront les agendas remplis, ça sera beaucoup plus rapide pour eux de faire des ventes. Ceux qui auront préparé et effectué des baisses de prix, ils auront et qui auront prolongé leur mandat exclusif d'autant, ils auront beaucoup plus de chances de faire du chiffre d'affaires que les autres qui ne l'auront pas fait. Donc, c'est dans une période comme ça où il faut surtout pas avoir ses 2 pieds dans le même sabot. C'est dans une période comme ça, ces périodes sont extraordinaires pour faire la différence.
C'est des opportunités données à chacun pour se dire, ben moi, dans cette période-là, je vais me bouger et je vais faire des choses qui vont me permettre à la sortie de prendre des parts de marché. Voilà. Donc c'est de manière individuelle et en même temps individuelle par réseau. Par contre, il y a une chose que nous devons faire tous de manière collective. Tous, tout réseau, tout négociateur confondu, nous devons impérativement mener une politique de communication puisque appartenant aussi à la FNIM et aussi un petit peu à l'UNIS sur d'autres réseaux, je me suis rendu compte que l'UNIS et la FNIM étaient en train de travailler ensemble, main dans la main, pour, auprès du gouvernement, amener des solutions qui vont redonner le plus rapidement possible la confiance aux clients. Donc, en fait, ce sur quoi on doit jouer tous, c'est nous, têtes de réseau, on doit œuvrer pour que le gouvernement valide le fait que la profession se soit mise en place pour protéger la clientèle, pour communiquer, parce qu'on parlait tout au début, Marc disait qu'il faut que les réseaux, que les journalistes donnent confiance, eh bien il a raison. C'est-à-dire que si on n'œuvre pas tout en haut au niveau du ministre du Logement pour qu'il puisse communiquer auprès des médias en disant la profession immobilière, je suis fier de vous dire qu'ils ont mis en place tout un plan sanitaire pour sécuriser acheteurs et vendeurs, eh bien au lieu que le marché reprenne pleinement en janvier, février, mars, il reprendra pleinement à partir de septembre, octobre, novembre. Et on aura gagné 3 mois, et vous aurez gagné 3 mois, et vous aurez des encaissements beaucoup plus rapidement que si on ne se bouge pas. Donc là, par contre, il faut vraiment qu'on soit unis et que si on arrive à faire bouger les choses au niveau du gouvernement, eh bien que ça redescende à notre niveau à nous et à votre niveau à vous, pour que vous puissiez dire à tout le monde, oui, il y a des choses qui ont été votées et on les applique. Parce que si par contre on arrive à faire bouger les choses et que c'est la foire d'empoigne et tout le monde fait tout et n'importe quoi, eh bien les clients diront c'est pas vrai, on risque, on est en danger, on va être contaminé parce que les mesures sanitaires ne sont pas suffisamment prises dans les réseaux. Voilà un petit peu ce que je sais pas le temps que j'ai pris, j'ai essayé d'aller vite, mais c'était très bien Frédéric et ouais, tu as apporté quand même des informations nouvelles. Je te remercie pour ça. Donc pour toi, si j'ai bien compris, il faut être vigilant par rapport à la dépression qu'on va avoir finalement, qui est reportée dans le temps et trouver des solutions justement pour remédier à cette dépression-là. Tu en as donné quelques-unes, mais rien ne nous empêche de continuer à réfléchir dans ce sens-là. Comment on va gérer justement cette période-là un petit peu délicate jusqu'à la fin de l'année finalement. C'est ça. Génial. Je te remercie infiniment Frédéric et je te dis à très vite. Merci à toi. À bientôt. Alors, je lis un petit peu les commentaires. Je vais demander à Steven de me passer. On va passer à Éric Desjardins. J'espère qu'il est là, Éric. Éric Desjardins, qui est le responsable développement de la Belgique et du Luxembourg, qu'on salue, puisqu'il y a de plus en plus dans les masterminds, je vous le dis, de francophones, donc de Belgique, du Luxembourg, de Suisse également, et du Canada, de Québec. Donc, je reçois des messages de remerciement aussi du Québec et de Suisse. Donc, Éric Desjardins. Ah, mon cher Éric, comment vas-tu, Éric? Bien, merci Olivier. Et toi? Ouais, très bien. Je suis ravi de t'accueillir. Ça fait un petit moment qu'on est en contact via les réseaux, qu'on s'est appelé et avec Éric, il y a quelque chose qui nous unit, c'est qu'on a une vision qui est, si elle n'est pas strictement identique, elle est identique en tout cas, et c'est assez amusant finalement de regarder nos postes respectifs puisqu'on se Absolument. Donc c'est comme ça qu'on a fait connaissance avec Éric. Exactement. Sur le fait qu'on se rejoint entièrement. Éric, je voulais te poser une question, et je sais que tu as un avis par rapport à ça. C'est, d'après toi, est-ce que cette situation, elle va modifier la façon de faire de l'immobilier? Encore une fois, je rappelle que tu parles pour le Luxembourg et pour la Belgique, mais on imagine que ça va s'approprier évidemment à la France. À vous aussi, absolument. Alors, comme tout le monde l'a fait, et je suis l'un des derniers dans la rangée cet après-midi et ce début de soirée, je voudrais quand même ensuite te remercier pour ton initiative. Parce que franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que nous sommes tous, même si on est dans des réseaux plus ou moins quand même isolés,
Et ça fait du bien de savoir que, eh bien, il y a plusieurs centaines de gens qui pensent à travailler, qui restent dans la dynamique. Je crois que c'est extrêmement important. On va y revenir plus tard aussi. Et tu en es l'initiateur et je trouve ça franchement génial. Alors, déjà, moi, et au nom des agents immobiliers, merci pour ce que tu fais. Ça, c'était important. Je te remercie. Je te coupe un petit peu la parole parce que j'ai oublié, je m'en excuse, de te présenter correctement. Et d'ailleurs, ça m'a été rappelé dans les commentaires. Éric Desjardins, c'est le responsable développement du réseau Succim. Voilà. Je le prononce bien parce que c'est pas facile à prononcer. Succim, effectivement, c'est Suisse Immobilier. Et donc, je voulais développer en France, mais assez bien développé en Belgique et au Luxembourg. Absolument. Alors, donc, merci à toi pour ça. Je voulais aussi tirer un coup de chapeau avant de répondre à ta question. Je vous assure que ce n'est pas un truc de politicien, je vais y revenir. Mais je voulais d'abord tirer mon coup de chapeau parce que ça fait quelques semaines que je suis ton évolution et les masterminds que tu fais. Et je trouve que le degré de complicité, de coalition des agents immobiliers est franchement bien marqué pour le moment et spécialement en France. Donc, pour un Belge d'origine comme moi, avec ce qui s'est passé à la dernière Coupe du Monde de football, c'est dur à dire, mais bravo la France. Donc, je tenais quand même à vous le dire aussi, parce que c'est important. Et comme ça, vous savez qu'en fait, au niveau marché et tout ça, Belgique, Luxembourg, France, on est dans le même bateau, je veux dire. Ça, comme ça, vous avez effectivement, on n'est pas dans une tendance différente de chez vous. Les choses marchaient bien. Et pour entrer dans le cœur de la question que tu me poses, est-ce que ça va évoluer sur notre métier? Oui, oui, parce que je pense qu'on a accéléré certaines choses, simplement. Si je prends par exemple notre cas, pour ce qui était digitalisation et formation via le Zoom et autres, eh bien, c'était dans les projets. On savait qu'on devait y passer, mais on est des fois un petit peu réactionnaire et on aime bien nos habitudes. Et donc là, on a été un peu secoués, comme tout le monde, comme plein d'acteurs économiques. Nous aussi, eh bien, on se retrousse les manches. Et puis on y va, on s'adapte et on va effectivement devoir mixer, et c'est toute la science de la réflexion de responsables de réseau et de patrons, même d'agents immobiliers qui sont là aujourd'hui. Un négociateur, pour nous, agents immobiliers, c'est un peu la même chose chez nous, va être dans la manière de comment mixer les outils digitaux qu'on nous met à disposition, qui sont formidables et qui devraient nous faciliter le métier, avec la chose qui est pour moi essentielle dans notre métier et qui fait qu'on ne sera jamais ubérisé, comme on le dit, c'est l'humain. Donc, comment marier toutes ces technologies, toutes ces façons de faire modernes, efficaces, qui vont nous faire gagner du temps, pour faire quoi? Pour en consacrer encore plus aux êtres humains qui sont derrière les transactions, que ce soit acheteurs, vendeurs, loueurs ou autres. Les gens vont de plus en plus, et je pense qu'on va avoir un avant Covid et un après Covid. Et je crois que cet aspect social et humain est remis en avant. Et pour moi, qui suis un ancien, parce qu'on voit avec ma chevelure que j'ai déjà un petit peu de pratique quand même, presque 30 ans, eh bien, c'est génial, parce qu'on revient à des dimensions qui étaient pour moi les vraies valeurs de notre métier, qui est finalement un métier social, qu'on le veuille ou non. On est là pour réaliser des projets de vie, aussi bien pour les vendeurs que les acheteurs que les loueurs. Et on va enfin pouvoir faire pour lequel on a choisi ce métier. C'est-à-dire s'occuper de nos clients et essayer de simplifier les visites, les outils, le marketing, tout ça. En tant qu'agent immobilier, je peux t'assurer que ce n'est pas toujours ma tasse de thé. Et comme tout le monde le dit en formation, et tu le sais comme moi, tout le monde nous dira, oui, quand je suis face au client, je me sens bien. Mais c'est ça le pied qu'on prend quand on est agent immobilier, c'était face à son client. Et donc ça, c'est se consacrer à l'humain. Et donc, merci, entre guillemets, parce qu'il y a des drames sociaux et des drames personnels qui se passent aussi dans cette période difficile, bien entendu. Et je ne crois pas non plus que... Et là, je termine et puis je te relaisse la parole. Je voudrais quand même aussi vous partager mon optimisme, qui avait été super bien souligné d'ailleurs par Marc Brimeux, ton premier intervenant, Olivier. Je suis aussi très optimiste par rapport à la manière dont on va s'adapter et on va réagir. Et là, de nouveau, l'ancien que je suis va pouvoir vous parler des différentes crises qu'on a connues. Et donc, on a cité notamment la crise de 2008, dont certains se souviennent. Mais j'en ai d'autres, parce que je suis un enfant de la crise, moi. Né dans les années 60, j'ai eu la crise pétrolière, la crise du chômage. Enfin, il y a que des crises, donc ça, c'est assez facile à gérer. Finalement, on s'adapte et on est étonné quand il n'y en a plus. Non, ça, c'est une petite part d'humour. Mais la crise financière était une crise financière en 2008, ce qui n'est pas le cas maintenant. Donc, les taux d'intérêt avaient vachement été tendus à l'époque,
c'était tout à fait autre chose. C'était une vraie crise de confiance. Et ça, c'est un terme aussi sur lequel Marc Brimeux est revenu, et beaucoup de tes intervenants également. Je crois que ça, c'est nous qui devons jouer sur la communication et la confiance. Mais ce n'est plus une crise financière, c'est une crise sanitaire et mondiale. Donc, je pense qu'on a été mis tous entre parenthèses pendant 2-3 mois, ok, et puis qu'on va, on va se retrouver. Alors, dans les bonnes ou mauvaises habitudes, ça c'est chacun qui le fera et qui verra comme midi à sa porte, comme on dit chez nous. Mais je pense que c'est ça qui va se passer. Et des gens qui étaient dans l'optique d'acheter ou dans l'optique de vendre vont continuer à le faire. Et donc, et je retiens aussi que par rapport à 2008, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est qu'à l'époque, j'étais aux États-Unis en mars 2009, dans une grande convention d'agents immobiliers dans le Texas, à San Antonio. Et il y avait à l'habitude, cette compagnie générait des conventions avec 3000, 4000 agents, et c'était toujours plein. Mais on était après la fameuse crise financière. Et aux États-Unis, et je peux vous dire que nous, on a pris cher, mais là-bas, ils ont pris vraiment très cher, parce qu'ils s'en remettent encore toujours difficilement. Et il y avait, je crois, la moitié des agents qui avaient disparu parce que la situation faisait qu'ils n'étaient plus là. Et j'en discutais avec des confrères américains, et il y en a un qui me coince un moment, et qui, bon, parce que je suis européen, ils aiment bien parler de la vieille Europe, et me dit, vous savez, il dit, chez nous, on a un proverbe qui dit qu'après la pluie, et je le coupe, et je lui dis, oui, après la pluie vient le beau temps. Et il me regarde, il dit, non, il faut dire la phrase exacte, il dit, après la pluie vient toujours le beau temps. Alors ça semble bénin, mais moi, ça m'a choqué en me disant, mais il a fichtrement raison. Évidemment qu'on est dans le dur. Évidemment qu'on va encore avoir quelques jours, semaines, peut-être mois, parce qu'en plus on est devant l'été, ok, alors on sait tout ce que ça veut dire. Mais après ça, ça va rattraper, ça va revenir. Donc restez actifs, restez attentifs et restez branchés sur l'humain. Alors tous les autres ont dit ce qu'il fallait faire. Hein. Formez-vous, orientez-vous, restez positifs, restez dans le move. Tout ça a été dit. Faites-le et vous allez voir que si vous savez vous consacrer au vrai centre de la négociation qui est l'humain, l'être humain, vous avez des beaux jours devant vous. C'est génial. C'est génial quand je t'écoute, Eric, j'ai l'impression de m'entendre. J'imagine. C'est juste les mots qui changent. Et je vais reprendre ce que tu as dit sur ton anecdote aux États-Unis. Tout à l'heure, j'étais encore en web conférence pour un module de formation. Et je leur disais, vous savez, il y a une expression en France qui dit toutes les bonnes choses ont une fin. Mais j'ai envie de vous dire, les amis, toutes les mauvaises choses aussi. Donc, c'est bien entendu. C'est bien entendu. C'est exactement ça. Et encore une fois, merci pour tout ce que tu fais. Moi, ma modeste pierre à l'édifice, c'est d'essayer de lancer exactement le même entrain que vous avez en France pour le faire déborder en Belgique et au Luxembourg. Mais je crois qu'on est sur la même ligne. On est tous dans le même navire et on prend tous les mêmes vagues. Donc, Soukon. Génial. Je te remercie infiniment. Tu as dans les commentaires énormément de témoignages sympas sur toi, sur les Belges. Tu sais qu'il y a une grosse fraternité entre les Belges et les Français. Moi, personnellement, en tout cas, j'adore les Belges et mon meilleur ami est belge d'ailleurs. Donc, merci infiniment, Eric, pour ton intervention. À bientôt. Ciao, ciao. Waouh. J'espère que vous êtes bien accrochés, les amis, parce que ce soir, on a du haut niveau, comme beaucoup de soirs, mais j'aime beaucoup la physionomie de ce mastermind. Je le découvre en même temps que vous, même si je le prépare en direct. Je vais faire intervenir maintenant, on va faire venir Stéphane Brousse, j'ai envie de nous faire venir. Stéphane Brousse, donc, qui est directeur commercial, si je ne me trompe pas, du réseau Optimum. S'il est là. Ouais, Dorian d'abord. Dorian Delchambre, donc président du réseau GNI. Bonjour Olivier. Je suis vraiment très flatté de te voir et très content de te voir. Tu sais pourquoi? Je peux me permettre de te tutoyer, Dorian. Je sais qu'on ne s'est pas, pas de souci. Parce que ça fait un petit moment que je cherche à te parler et tu sais à quel moment quand on est au Rent. Mais le problème avec toi, Dorian, c'est qu'au Rent, dans ton centre, c'est toujours bondé de monde. Et c'est juste possible de pouvoir t'approcher. Donc, j'ai envie de pouvoir le faire en direct à travers ce mastermind. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Dorian Delchambre, donc pour ceux qui ont mal entendu son nom, Delchambre, donc qui est président, c'est président du réseau GNI. Oui, voilà, ouais, du groupement GNI, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. GNI, voilà, un groupement d'agences immobilières et qui
de mon point de vue, très, très connu maintenant. Dorian, je voulais te poser une question, à savoir, alors je l'ai où la question, que j'étais encore été sur Stéphane Gros, c'est pour ça. La question que je vais te poser, elle n'est pas préparée, donc je vous demande toute la… Fais ce que tu veux, vas-y, relax, voilà. Entre amis, vas-y. Donc l'idée, c'est des questions qui ont été posées dans le chat. Quelles sont, d'après toi, les meilleures options pour rassurer les vendeurs et motiver les acheteurs à acheter? Alors, c'est une belle question. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis tout à l'heure via les différents intervenants de qualité. Alors, moi, honnêtement, je pense que, comme le disait tout à l'heure Julien, qui fait partie aussi de notre groupement, il faut être vraiment rassurant. Alors, je vais essayer d'être positif. Je suis toujours très positif. Maintenant, il y a beaucoup de paramètres qui vont rentrer en jeu. Il y a beaucoup de si. La première chose, pour nos acquéreurs et pour nos vendeurs, il va falloir vraiment les rassurer et ne leur faire prendre aucun risque, je vais dire, via cette maladie et ce virus qui est toujours là. Ne l'oublions pas. Il faut quand même faire attention. Comme pour nos négociateurs, il faut que tous les négos de chaque agence, de chaque réseau fassent très attention parce que même si le 11 mai, il y a un déconfinement, il va se faire par région, très, très probablement. Et le virus sera logiquement toujours là. Donc, la santé en priorité. Même si on fait ce métier d'agent immobilier, on le fait parce qu'on aime l'immobilier, mais on fait, je pense en tout cas, parce qu'on aime les gens. On aime partager. C'est pour ça que il va falloir aussi qu'on s'entraide les uns avec les autres, professionnels de l'immobilier. On a beaucoup appris pendant ce confinement à travailler avec nos acquéreurs, avec nos propriétaires, à traiter et à peaufiner, je veux dire, notre base de données. C'était important parce que c'est vrai que c'était quand même quelques lacunes que certains pouvaient avoir, surtout savoir traiter notre data et la peaufiner pour bien l'utiliser. Mais c'est vrai qu'il est très important maintenant d'utiliser tous ces outils à distance au départ pour éviter de prendre quand même toujours beaucoup de risques parce que le risque est toujours là. Donc, tout ce qui est visite virtuelle, on a pu le voir. On fait de la visioconférence très facilement là ensemble ce soir avec plusieurs personnes et c'est très bien. On peut maintenant faire nos compromis en ligne, nos signatures en ligne, les estimations, beaucoup de choses qui nous ont permis d'évoluer très vite. Maintenant, attention, il y a beaucoup de questions. Comment on va ressortir? Comment on va pouvoir aussi rassurer nos clients? Parce que demain, ça veut dire d'aller voir des gens dans leur maison. Ils se sont confinés depuis 2 mois. Pas prendre le risque de faire entrer quelqu'un peut-être contaminé. Donc, savoir communiquer aussi dans ce sens-là, de dire, ben voilà, je vais venir avec vous, chez vous, avec peut-être des clients, mais je serai équipé de couvre-chaussures, ainsi de suite. Je suis, moi, très, très attentif à cela parce que, encore une fois, c'est une maladie qui est toujours là, qui a fait des victimes, malheureusement. On a fait tous beaucoup d'efforts et à rester 2 mois à la maison et c'est pas encore fini. Donc, il faut rester positif, mais je pense qu'on a beaucoup appris pendant ce confinement. On va encore apprendre et on va continuer, mais il va falloir qu'on s'entraide aussi dans la profession immobilière. Moi, c'est un combat que je mène depuis 13 ans. Travailler ensemble, c'est pour nous le numéro 1, de se rassembler, de pouvoir échanger, communiquer. C'est ce que tu fais, Olivier, de transmettre de l'information au plus grand nombre pour que tout le monde puisse mieux s'en sortir parce que ce métier est très intéressant, apporte énormément de choses. Et c'est vrai que plus on va être à partager, à échanger, et plus on sera mis en avant et plus on sera essentiel, je vais dire, dans ce métier. Donc, il y a beaucoup de si. Comme le disait juste avant l'intervenant, après l'hiver, il y a l'été. C'est vrai qu'il va faire soleil, il va faire beau. On va ressortir. Maintenant, moi, je ne suis pas un visionnaire. Je ne sais pas si vraiment les clients vont toujours vouloir vendre leurs biens. Je pense en tout cas que ceux qui étaient en appartement, ils ont dû subir quelque chose de très dur. Donc, à mon avis, ils vont peut-être se pencher et réfléchir à acheter une maison avec un petit jardin. Oui, mais est-ce que ceux qui ont un petit jardin vont vouloir vendre aussi leur maison? Donc, il y a beaucoup de si. Je ne suis pas visionnaire. En tout cas, moi, je préconise à tout le monde de faire attention, de ne pas aller trop vite à prendre des risques inconsidérés, de continuer à utiliser tous ces outils en ligne qui sont fabuleux pour pouvoir échanger, avancer. Ça ne nous empêche pas de faire des compromis, de faire des ventes, de tenir toujours notre objectif, même si le marché va avoir du retard. Il est clair, il va avoir du retard. Mais je pense que ce retard, on va pouvoir aussi le combler si on s'entraide les uns avec les autres. Donc, j'espère qu'Olivier, tu continueras aussi à transmettre des informations utiles pour nous tous, comme d'autres formateurs, ça c'est important. Parce que, voilà, ouais, non, mais c'est vraiment très bien, très enrichissant.
et il va falloir continuer à œuvrer dans ce sens. En tout cas, il faut tous qu'on soit unis ensemble pour aller de l'avant. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire depuis un moment. Voilà. Génial. Merci infiniment, Dorian. Je suis ravi de ton intervention. Encore une fois, on ne te connaissait pas et je suis vraiment ravi de ce que tu dis. Juste pour information, tu parlais un petit peu à demi-mot entre les lignes, en tout cas de psychologie du vendeur et de l'acheteur après le confinement. Je vais faire venir, en tout cas essayer, il était prévu, mais il a été touché de près par le Covid, donc forcément, il n'a pas pu intervenir, c'était il y a 3 semaines. Je vais essayer de voir s'il peut intervenir la semaine prochaine. C'est un sociologue et psychologue et j'aimerais avoir son regard sur justement les comportements qui vont être amenés, qui vont arriver justement à la sortie du confinement. Oui, vas-y, j'en prie, Dorian. Ouais, les comportements vont être complètement différents parce que on va rencontrer des gens qui vont sortir directement, qui vont prendre des risques. Pour eux, l'épidémie va être derrière. Bon, très bien. Il y en a qui vont être vraiment très protecteurs, très attentif à tout ce qui va se passer. On ne s'est pas confiné quand même 2 mois pour rien. Moi, j'espère bien que les Français vont continuer à être attentifs à tout cela parce que il faut faire attention. Donc, c'est primordial aujourd'hui pour pas replonger dans 15 jours. Parce que les 15 premiers jours vont être très importants. Faut pas replonger dans 15 jours on retourne à la maison parce que là, ça va être dramatique. Donc, faire très attention, s'il vous plaît. Et il faut poster ça sur les réseaux le maximum, c'est que l'épidémie n'est pas finie. Alors, on peut écouter différents infectiologues, tout ce qu'on voit, les discussions de comptoir qu'on peut souvent voir à la télé. Personne n'a la vérité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours des cas et il faut faire très attention. Le métier, c'est une chose, mais la vie des gens, c'en est une autre. Donc, faire attention, il faut rassurer, il faut communiquer dans ce sens. Communiquer, alors pour revenir à ta question aux acquéreurs et aux vendeurs, les rassurer. Il va falloir encore une fois les rassurer. Aguilar le disait et c'est très juste. Il va falloir rassurer les gens et ça va être un gros travail de psychologie. Et c'est bien parce que ça va démontrer aussi toute la force qu'a un agent immobilier d'être à côté des acquéreurs comme des vendeurs et de ne pas être là que pour une commission où très, très souvent on nous assimile à vouloir prendre de l'argent et merci, bonsoir. Non, si on fait ça, encore une fois, je le dis, je pense que la majorité des agents immobiliers qui font ce métier aiment les gens et donc sinon on ne peut pas faire ce métier, c'est clair. Donc aujourd'hui, travailler avec les autres, prendre un maximum de risques, de minimiser un maximum de risques et y croire et croiser les doigts pour que ça se passe bien, mais ça va le faire, l'été va revenir. Et le virus va disparaître. Ça va le faire. Génial. Merci infiniment, Dorian. Je vais conclure ton intervention par un commentaire de Marcel Ladieu du réseau Suissim que j'ai accompagné et que je salue. Marcel, elle dit « Belle intervention, pleine de sagesse ». C'est exactement ça. Je te remercie infiniment, Dorian. Merci. Et puis, si tu viens au Salon Rent, la prochaine fois, tu pousses tout le monde sur le stand. Tu es gentil, mais il n'y a pas non plus trop de monde. C'est que je cours très vite, c'est pour ça. Merci, bye bye à tous et puis courage, prenez soin de tous de vous. Merci beaucoup, Dorian. On va passer à Stéphane Brousse, je crois, maintenant. Donc, Stéphane Brousse, donc merci pour vos interventions, merci pour vos commentaires. Les questions, on est en train de les noter, on ne pourra pas toutes les traiter, mais en tout cas, on les a bien notées. Bonjour Olivier. Brousse, donc, alors, ton titre exact, je me l'ai donné, mais je l'ai oublié. Directeur du réseau. Voilà, directeur du réseau Optimum. Comment ça va d'abord, Stéphane? Ça va très très bien. Ça va très bien. Il fait beau à Lyon, donc tout va bien. Ouais, je sais, il fait mauvais à Montpellier. Ouais. Chacun son tour. Chacun son tour. J'espère que ce n'est pas une conséquence du Covid. J'ai une question pour toi, Stéphane. Est-ce que tu penses que la situation va replacer l'humain et les valeurs communes au centre du recrutement des conseillers immobiliers de réseau? En gros, la question, c'est est-ce que tu penses qu'en termes de recrutement, puisque c'est quelque chose qui doit te toucher en tant que directeur de réseau, est-ce que tu penses qu'on va aller enfin vers plus de qualité plutôt que de quantité? C'est une question difficile, Stéphane, pour toi, mais je sais que tu es en mesure d'arriver. Une question difficile. Oui, après, je ne parlais que pour mon réseau que je connais bien. On a déjà un peu cette culture chez Optimum de la qualité plus que la quantité. Vous savez, il faut
faut distinguer deux types de réseaux mandataires. Il y a les réseaux mandataires type MLM et puis ceux qui ne sont pas des MLM. Nous, on n'est pas un réseau de MLM, donc les conseillers qui exercent le métier de conseiller dans notre réseau exercent ce métier comme des professionnels. Leur but, c'est pas de constituer des lignées, mais plutôt de faire des transactions immobilières, de satisfaire des clients, d'apporter le maximum de services à des propriétaires qui souhaitent louer, faire gérer ou vendre leurs biens immobiliers. Donc, il y a déjà à la base cette culture chez nous. On a 4 valeurs chez Optimum: expert, engagé, connecté et attentionné vis-à-vis du client. Donc, il y a déjà une valeur humaine qui est très ancrée bien avant mon arrivée. C'est dans l'ADN du réseau Optimum depuis sa création il y a 15 ans. Donc oui, ça va forcément accentuer. C'est déjà le discours qu'on a dans nos réunions recrutement, que d'abord c'est le savoir-être avant le savoir-faire. Le savoir-faire, ils vont l'apprendre avec nous, et tout le monde peut l'apprendre, quels que soient les réseaux. Le savoir-faire, tous les grands réseaux immobiliers de France connaissent le savoir-faire. Donc il n'y a pas de nouveauté sur le sujet. Après, il peut y avoir des différences de méthodologie commerciale, de services, etc. Mais surtout, c'est le savoir-être qui fera la différence. C'est sa capacité d'empathie vis-à-vis du client, s'intéresser à lui. L'intervenant d'avant le disait très bien, c'est sa capacité à aimer les gens, à les satisfaire dans leurs projets, qui sont souvent des projets de vie, chargés d'émotions, chargés d'histoire. Donc, faut être capable de les accompagner. L'expertise, oui, faut être un expert, mais dans l'accompagnement, comme le disait Madame Fumagalli, effectivement, il va être très important les années qui viennent. Donc, cet accompagnement, il passe d'abord par le savoir-être du conseiller auprès de ses clients, évidemment. Oui, donc ça sera encore plus le cas. Merci pour ta réponse. Et effectivement, moi, c'est ce que j'espère. C'est vraiment ça, c'est qu'on est en termes de… je vais essayer d'être plus clair parce que je ne suis pas très clair. Mais en gros, je pense que plus on mettra des standards élevés, et je parle pour tout le monde, plus on aura une profession beaucoup plus apte à défendre, peut-être à se défendre contre, par exemple, le particulier à particulier. Dans le chat, on en parle beaucoup. Je n'ai pas trop relevé jusqu'à présent, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de comment on peut arriver à gagner des parts de marché sur le particulier à particulier. Et je pense que ça doit passer aussi par un recrutement plus qualitatif, notamment, comme tu l'as dit, tant au niveau du savoir-être qu'au niveau du savoir-faire, et effectivement, se concentrer en termes de recrutement sur le savoir-être, parce que ça, c'est plus compliqué à apprendre, même si ça t'apprend aussi, plutôt que sur le savoir-faire, où là, j'ai envie de dire, dans tous les réseaux, il y a de la formation, et dans tous les réseaux, on peut apprendre le métier correctement, donc il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Oui, on est d'accord. Le savoir-être, après, le savoir-être, il s'apprend difficilement. On peut mettre en place, le monde met des formations techniques, commerciales en place dans ces réseaux. Nous, on en a pléthore. Le savoir-être, c'est plus difficile à apprendre. Il est le fruit de son histoire, de son éducation. C'est souvent plus difficile à distiller des messages. On peut, par petites touches, dans des formations comme ça. Il n'y a pas de souci. Comment ? Je vais venir te voir, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est déjà pour certains plus difficile, mais faut y travailler. Super. Je te remercie infiniment, Stéphane. On va passer au dernier intervenant. Merci encore. On reste en contact, évidemment. Merci merci à toi pour ton invitation et puis pour ce mastermind. C'était très agréable d'entendre tous ces intervenants de grande qualité et parfois très drôles. Merci beaucoup, Stéphane. À très vite. On va passer donc au dernier intervenant. Si j'ai oublié personne, si j'ai oublié quelqu'un, vous me le dites, mais normalement non. C'est Alexandre Dupont, donc responsable du réseau Dupont Expertise Immobilier. Donc, il y a un des conseillers qui s'est fait tacler tout à l'heure par Steven à juste titre. Pour de la pub non prévue, on va dire. Bonjour, Alexandre, comment tu vas? Alexandre, je suis ravi de t'accueillir. Bonjour Olivier, moi aussi je suis ravi de t'accueillir. Donc évidemment, on se connaît, je pense que c'est plus un secret pour personne puisque tu es déjà intervenu plusieurs fois. Mais je voulais te faire intervenir et notamment sur une question qui est revenue plusieurs fois, en tout cas un sujet qui est revenu plusieurs fois, c'est la communication digitale. C'est vrai que quasiment tous les intervenants ont dit il faut absolument investir sur la communication digitale, il faut absolument être sur les réseaux sociaux, utiliser les outils numériques. Je sais que tu es
plutôt un bon en termes de communication digitale, j'ai pas peur de le dire. Tu as quand même bien travaillé là-dessus et ton développement le prouve. Quels actions tu préconises aux conseillers qui ont peut-être un peu mal à se lancer dans cette communication digitale qui est quelque chose d'assez flou pour eux? Est-ce que tu as, donné des directives à tes équipes pour qu'ils aient une communication digitale plus précise et plus impactante? Ouais, alors déjà, merci Olivier de ton invitation, ça fait plaisir. Et bonjour aussi à tout le monde. Alors, pour répondre à ta question très, très factuellement, la meilleure façon de pouvoir aujourd'hui être performant sur les réseaux sociaux, c'est bien sûr de passer par la formation. On a mis, nous, en place, que ce soit avec les nouveaux que j'ai intégrés ou les anciens qui sont déjà là depuis un moment, des formations spécifiques sur le personal branding et sur aussi la manière de pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux. On a fait beaucoup de formations sur comment bien se servir d'Instagram, par exemple, comment utiliser certains outils informatiques pour faire des stories Instagram. On a vu aussi comment créer ces pages Google My Business, pour tous ceux qui ne l'avaient pas encore fait chez moi. On a aussi vu toute la partie qui était de créer une page aussi Facebook, en plus d'un profil Facebook, ce qui permettait de pouvoir donner de la publicité ou d'autres petites choses en plus dans leur profil. Le profil digital aujourd'hui, surtout dans cette période, il est vraiment, je dirais, extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on est chez soi, on a le temps de le faire. La majeure partie de mes conseillers souvent me disent « Alex, je cours partout, même si on fait des formations de gestion du temps, il y en a encore qui courent beaucoup partout et qui sont vraiment débordés. » Et du coup, ils se disent « Je vais prendre ce temps là d'être seul chez moi, d'avoir le temps de pouvoir me former et de pouvoir faire des choses que je ne faisais pas. » Comment on fait? Eh ben, c'est très simple, on assiste à nos formations, et si on n'a pas malheureusement de formation par un réseau XY dans lequel on est, eh ben, on peut se documenter sur Internet. Il y a énormément d'articles dans n'importe quel, je dirais, sujet particulier, que ce soit sur Facebook, comment faire une page, que ce soit comment faire une Google My Business, ou etc. Tout est possible en fait, il faut juste en avoir l'envie. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est que déjà tout le monde essaye de faire des photos professionnelles de leur profil. Ils ont le temps, ils sont chez eux, ils peuvent avoir des belles lumières, ils peuvent mettre un trépied s'ils le souhaitent. Donc ça, c'était déjà la première chose qu'on a fait. On a essayé à tous les conseillers de leur expliquer comment faire une vidéo de leur maison. Les photos, ils les ont déjà. Donc ils ont pu apprendre avec des techniques qu'on leur a apportées une manière de faire des vidéos très facilement et très succinctement. On a aussi vu comment faire des visites virtuelles. Beaucoup de mes négociateurs qui n'en faisaient pas ont appris à le faire chez eux. Ils ont pris le temps. Je leur ai expliqué comment il fallait faire et on a agrémenté du coup toutes nos annonces avec soit des visites virtuelles, soit des vidéos. Ça, c'est les choses qu'on a fait principalement dans le réseau pendant cette période de confinement. Génial. Donc, en gros, le gros message que tu délivres, c'est formez-vous un maximum. Et comme tu l'as dit, il y a effectivement des réseaux qui offrent ces formations-là, mais même si vous avez des réseaux qui offrent ces formations-là, rien ne vous empêche d'aller voir d'autres formations gratuites. Il y en a énormément en ce moment. Et d'ailleurs, il y a pas mal de contenu aussi dans le groupe Mon conseiller a du cœur, dont Steven va mettre le lien, puisque on travaille évidemment beaucoup avec toutes les personnes de Mon conseiller a du cœur, et dont il y a aussi une intervention d'ailleurs de toi, Alexandre. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que la formation, je pense que c'est la chose qui est vraiment primordiale quand je parle de personal branding et de savoir du coup se vendre soi-même en agrémentant avec sa marque, parce qu'aujourd'hui, je pense que les vendeurs et les acheteurs, ils ne prennent pas un réseau particulier. Le réseau aide les conseillers à pouvoir partir dans une stratégie commerciale, dans une stratégie digitale, et avoir après une idée du réseau qui est donnée, qui leur correspond. Mais aujourd'hui, le conseiller, il doit être impérativement bon dans le fait de se dire « Moi, j'ai un client, ce n'est pas Dupont Expertise Immobilier qu'un client va rechercher, c'est Alexandre Dupont. » Donc, quand il rentre, ce que moi j'explique aussi et sur quoi j'ai beaucoup accès, notamment pendant cette période de confinement avec mes négociateurs, c'est de leur dire « Arrêtez d'être commercial, devenez commerçant. » Et c'est vraiment une grande différence entre les deux. Le commercial veut vendre la maison, d'accord? Le commerçant, ce qu'il veut, c'est prendre conscience du projet que son client a et il va l'aider à le trouver. Et ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il faut être
plutôt commerçant que commercial. Ça, c'est déjà la première chose. Et ce que je leur dis souvent, et sur quoi on a beaucoup travaillé dans les formations avec de nombreux jeux de rôle qu'on a fait au fur et à mesure du temps, c'est de devenir l'ami. Tu sais, souvent, ce petit ami qu'on dit à la revisite, tu sais, on connaît tous celui-là, l'ami du bâtiment ou l'ami de la famille, qui vient en termes d'amis pour donner son avis. Eh bien, en tant qu'agent en immobilier ou conseiller indépendant, vous devez essayer de devenir cet ami qui va leur dire ce que tu as besoin, c'est cette maison. Et c'est ce que je te conseille d'acheter pour le bien de ta famille ou pour le bien de ton couple. Et c'est ça qui est très important. Et c'est sur ça aussi qu'on a beaucoup travaillé dans notre réseau. C'est le fait de se dire, devenez l'ami du futur client parce qu'il en aura besoin. Aujourd'hui, le client, il est souvent apeuré. Il jouit souvent en plus d'une mauvaise réputation qu'on a les agents immobiliers en majeure partie. Et il aura besoin, au retour du confinement, de se dire, je vais travailler non pas avec un réseau, parce que comme certains l'ont dit, les réseaux ont tous des méthodes de travail différentes, mais il voudra travailler avec un conseiller qui va l'aider et qui va lui donner les clés de son investissement. Et c'est ça le principe, c'est de devenir son ami avec la grande chance de pouvoir communiquer pour les vendeurs sur l'ensemble de tous les réseaux sociaux. Exactement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je vais prendre un commentaire qui traduit exactement ce que je voulais te dire. C'est tout à fait d'accord. Notre réseau est notre outil de travail. Et les clients, c'est avec nous qu'ils signent et non notre réseau. Et ce n'est que notre casquette. En fait, effectivement, puis ce qui est très important de comprendre, c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est vraiment de comprendre que le premier produit en fait, à vendre, c'est nous-mêmes. Et comme tout produit, il faut communiquer sur ce produit-là et avec un maximum d'authenticité à travers effectivement le personal branding et tout ça. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment ça qui fait la différence, c'est l'authenticité. D'accord? Ça, c'est vraiment la première chose. Comme je redis, il ne faut pas être commercial, il faut l'être de moins en moins. Et surtout, avoir envie d'aider les gens, avoir envie d'aider le vendeur en lui disant « Confie-moi ta maison, je suis telle personne, je travaille dans tel réseau, voilà mes outils, et voilà ce que moi, je peux t'apporter. » C'est quelque chose aussi sur lequel on a beaucoup travaillé pendant ce confinement, notamment dans le book dans lequel on explique aux vendeurs ce qu'on va faire pour lui. On lui explique souvent, et je leur dis toujours une phrase, regardez ce que le réseau du Point Expertise va faire pour vous et ce que moi, personnellement, je m'engage à faire pour vous. Et c'est cette chose qui est vraiment intéressante à faire, que ce soit avec les vendeurs et les acheteurs, travailler cette communication et surtout, je dirais, le maître mot, l'empathie. Génial. Donc, communication, empathie, et tu me permets, je vais rajouter un truc, je sais que tu es d'accord, parce que c'est ce que tu viens de dire. En gros, c'est augmentation de valeur, c'est-à-dire chercher à augmenter la valeur à chaque fois, et plus vous allez augmenter la valeur, plus, alors je ne vais pas prendre le terme de concurrent, parce que j'ai bien compris que ça va hérisser les oreilles de certains, mais de confrères, plus vous allez prendre de la valeur, plus vous allez augmenter votre valeur ajoutée, plus effectivement, vous serez compétitif par rapport à vos confrères. Et c'est quand même bon pour le métier de toujours augmenter sa valeur et d'être dans cette recherche-là permanente. Et c'est vraiment ça le but. Le but qu'on recherche, c'est qu'aujourd'hui, on arrive dans un réseau. Au fur et à mesure du temps, au bout de quelques mois, on devient un peu plus confirmé. Et après, on devient éventuellement au futur un top manager. Et au fur et à mesure du temps, les erreurs qu'on va faire aujourd'hui vont devenir nos atouts futurs. Parce que les erreurs qu'on a fait au départ vont devenir meilleures. Et comme tu le dis, on va pas parler de concurrents, on va parler de nos confrères, parce que c'est vraiment notre confrère. Et ce que je dis souvent aussi dans les équipes, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Donc, on travaille tous ensemble sur un marché immobilier. Et les meilleurs feront ceux qui seront les mieux formés et les mieux adaptés à la clientèle. Donc, plus vous serez cool, sympa et l'ami empathique de vos clients, plus ça ira. Avec une formation au top et des bonnes réponses à toutes leurs questions, moi, je pense qu'il n'y aura vraiment aucune difficulté après la remise, après la fin du Covid. Je ne vois vraiment pas pourquoi il y en aurait. On a toujours les 4D qui existent, tout le monde doit les connaître, les dettes, les décès, les divorces, les déménagements. Ça ne va pas s'arrêter demain. Hein. Les gens ne vont pas arrêter de déménager après le Covid. Les gens n'auront pas moins de dettes après. Il y aura toujours des décès dessus, malheureusement, et un petit peu de divorce, avec peut-être une augmentation des divorces, peut-être. Ou alors une augmentation des mariages, parce que ça va aussi dans les deux sens. J'entends souvent dans les réseaux parler de divorce, mais il y aura aussi des mariages. Hein. Il y a des gens qui ont appris à vivre ensemble et qui, au fur et à mesure du temps, auront un projet immobilier. Mais donc, il n'y a aucun risque à avoir dans le futur. Tout à fait. Les 4D sont revenus plusieurs fois dans les commentaires durant la conférence. C'est vrai qu'on sait que l'immobilier sera toujours là. La question, c'est avec quelle intensité, avec quel volume. Et ce qui est sûr, en tout cas, et pour rejoindre un petit peu tes propos, c'est que le volume,
il va être pour ceux qui seront, qui auront bien préparé la chose et qui seront les plus compétents et surtout ceux qui auront le mieux communiqué. Et c'est très triste, enfin c'est triste, non, mais en tout cas c'est une réalité. C'est pas la compétence qu'on va mesurer, c'est votre capacité à communiquer. Donc plus que jamais, mettez la communication en numéro 1 dans les actions productives. Si mieux vous communiquez, plus vous allez avoir du business. La technique passe en second plan. Donc ne faites pas l'erreur de vous dire il faut absolument que ce soit technique, qui est quand même une donnée importante, hein, d'avoir des compétences en immobilier, ça oui, mais surtout de bien communiquer. Ça c'est primordial et c'est ce que tu as dit durant cette intervention. Ouais. Et ce que tu dis est vraiment très vrai, Olivier, c'est que la technicité, en plus, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, il y a des outils sur Internet pour pouvoir faire des visites virtuelles qui sont extrêmement simples et même gratuites. Il y a aussi des outils pour faire des stories Instagram qui sont extrêmement gratuites. Il y a des outils pour faire des vidéos qui sont extrêmement simples. Il suffit juste d'ouvrir l'application, de mettre 4 photos ou 5 photos, la vidéo se fait toute seule. Donc, comme tu dis, moi, je pense que les commerciaux et les agents indépendants et les négociateurs salariés doivent surtout penser à se dire, c'est des choses que je ne faisais pas avant, je travaille encore peut-être un petit peu à l'ancienne avec 4-5 photos, un texte basique, mais il serait peut-être temps que je passe à autre chose et passer du coup dans le full digital. Alors, nous, on a la chance en plus d'avoir des agences physiques qui permettent d'accueillir nos agents commerciaux, mais il faut d'abord passer par le digital parce qu'aujourd'hui, même si on a des agences physiques, les gens viennent parce qu'ils ont besoin d'être rassurés et d'avoir un conseiller en physique pour discuter de leur projet, mais il faut aussi qu'ils puissent voir qui on est. Et le fait de dire à un vendeur, lorsqu'on est chez lui, vous allez me donner l'exclusivité, monsieur, parce que je vais vous expliquer, regardez ce que je vais faire de votre maison, une visite virtuelle, je vais vous faire une vidéo sur Facebook, une vidéo sur Instagram, etc., etc. Le client ne peut pas vous dire non à l'exclusivité. Encore faut-il avoir les bons outils, les bonnes formations pour être performant et devenir un top conseiller dans le temps grâce à tous ces outils-là. Bien, super. Je pense que ça fera une bonne conclusion. Je vais juste prendre un résumé. Je te remercie infiniment, Alexandre, pour tous ces conseils, éclairages. Et évidemment, on se retrouve bientôt. Voilà, et courage à tous. Dites-vous une chose, c'est que quoi qu'il arrive, le marché ne va pas s'effondrer demain. Que vous soyez nouveau ou que vous soyez aujourd'hui top conseiller, quoi qu'il arrive, ça va aller. Ça va être une petite période un peu compliquée. Les finances, peut-être pour les nouveaux, seront un peu compliquées, mais restez dans notre métier. On a un magnifique métier, on réalise des rêves tous les jours, on a un métier vraiment passionnant. Soyez là, formez-vous, digitalisez-vous, et tout va bien se fonctionner. Merci infiniment pour cette conclusion positive. Merci Alexandre. Juste pour faire un résumé, je vous remercie déjà d'avoir tenu 2 heures, ça fait presque 2 heures, bientôt 2 heures qu'on est ensemble et franchement je suis content parce que déjà on n'a pas eu de problème technique, donc c'est génial. Je pense que Steven doit être content et c'est beaucoup plus facile de faire un mastermind dans ces conditions-là. Merci parce que vous avez été super actifs et encore une fois, comme je vous l'ai dit, on note les questions, même si on n'y a pas répondu cette fois-ci, on y répondra la prochaine fois et si on a oublié, rappelez-nous les questions, c'est important qu'on puisse répondre à vos questions. Et puis, je voulais, voilà, il y a des choses très intéressantes qui sont sorties de ce mastermind. Donc, en premier lieu, sur le marché, faites attention, soyez prudents. On a vu Dorian et Frédéric qui ont appelé à des analyses assez précises, avec Marc Brimeux aussi. Donc, voilà, le marché va reprendre, ça c'est plutôt positif, mais attention, il faut quand même travailler et sur des actions qui soient adaptées à un marché qui va peut-être être en dépression. Des actions aussi concrètes avec Dominique de Saint-Laurent sur comment arriver à mettre en place une communication digitale. Alexandre aussi a insisté là-dessus, donc insister à fond sur la communication, c'est important et c'est le moment, s'il n'est jamais trop tard pour commencer, et ce moment-là est primordial, je le répète, parce que le nombre de connectés en France est beaucoup plus important qu'habituellement et le temps de connexion également. Donc, c'est le moment de vraiment communiquer et de s'essayer à cette là. N'ayez pas peur de commencer à communiquer à fond sur les réseaux sociaux, par exemple. Et le seul conseil, c'est communiquer avec authenticité. C'est la seule chose à faire. N'essayez pas de vous donner un genre, ça ne sert à rien, ce n'est pas productif. Donc, soyez vraiment authentique dans votre communication et ça, c'est pertinent. Voilà, il y a eu plein d'autres choses, mais voilà, c'est bientôt l'heure de manger et du coup, je vais vous libérer et je vous donne rendez-vous, évidemment,
la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Ça ne sera pas une édition spéciale, mais on aura quand même quelques invités de marque. Comptez sur moi. À très très vite les amis et merci encore pour votre fidélité. Ciao, ciao.